commencer à lire quelques bouts d'extraits de Michel Foucault, Les Anormaux, qui sont donc des cours qu'il a donnés au Collège de France entre l'année scolaire de 74 à 75. Et du coup là c'est le cours du 5 mars 1975, et dans lequel il y a plusieurs sujets qui sont... Du coup, là, notamment, le problème de la masturbation entre discours chrétien de la chair et psychopathologie sexuelle. Et du coup, il parle de la répression des corps et des paroles autour de la sexualité des enfants dans les établissements de formation scolaire chrétienne, surtout catholique. Mais, donc c'est un petit paragraphe que je vais lire. Maintenant, je voudrais essayer de caractériser l'évolution de ce contrôle de la sexualité à l'intérieur des établissements de formation scolaire chrétienne, et surtout catholiques, au XVIIe et XVIIIe. Rectus au XVIIIe et XIXe siècle. 18e, XIXe siècle. D'une part, tendance de plus en plus nette à atténuer l'espèce d'indiscrétion bavarde, d'insistance discursive sur le corps de plaisir, qui marquait les techniques du XVIIe siècle concernant la direction des âmes. On essaie d'éteindre en quelque sorte tous ces incendies verbaux qui s'allumaient de l'analyse même du désir et du plaisir, de l'analyse même du corps. On gomme, on voile, on métaphorise, on invente toute une stylistique de la discrétion dans la confession et dans la direction de conscience. C'est Alphonse de Liguori. Mais en même temps qu'on gomme, on voile, on métaphorise, en même temps qu'on essaie d'introduire une règle, sinon du silence, du moins de la discrétio maxima, en même temps les architectures, les dispositions des lieux et des choses, la manière dont on aménage les dortoirs, dont on institutionnalise les surveillances, la manière même dont on construit et dont on dispose à l'intérieur d'une salle de classe les bancs et les tables, tout l'espace de visibilité qu'on organise avec tant de soin, entre parenthèses la forme, l'aménagement des latrines, la hauteur des portes, la chasse au coin obscur, fin de la parenthèse. Tout ceci dans les établissements scolaires remplace, et pour le faire taire, le discours indiscret de la chair que la direction de conscience impliquait. Autrement dit, les dispositifs matériels doivent rendre inutile tout ce bavardage incandescent que la technique chrétienne post-tridentine avait mis en place au XVIe et XVIIe siècle. La direction des âmes pourra se faire d'autant plus allusive, par conséquent d'autant plus silencieuse, que le quadrillage des corps sera serré. C'est ainsi que dans les collèges, dans les séminaires, dans les écoles, pour dire tout cela d'un mot, on en parle le moins possible, mais tout, dans l'aménagement des lieux et des choses, désigne les dangers de ce corps de plaisir. En dire le moins possible, mais tout en parlant. Alors, on va continuer la lecture d'extraits de livres. Cette fois-ci, du coup, on va lire Maryse Jaspar, qui a écrit Sociologie des comportements sexuels aux éditions de la Découverte, collection Repère. C'est la troisième édition. Du coup, je vais lire quelques extraits que j'ai sélectionnés. Je les lis avec vous pour la première fois, je les ai juste entrevus. Page 52, le sexe politiquement dévoilé. Les prémices de la révolution sexuelle, entre guillemets, et le mouvement de mai 68. Dans les années 1960, alors que les jeunes Français convolent et ont des enfants, les philosophes questionnent la société sur le rôle de la famille et introduisent la sexualité au cœur des discussions. Lorsque le mouvement de mai 68 explose en France, hormis des philosophes marxistes, les nouveaux maîtres à penser sont fort divers. Les antipsychiatriques qui prônent la mort de la famille, Lang et Cooper, les philosophes, Deleuze et Guattari, Marcuse, William Reich, les féministes américaines, Friedan Millet, tous posent le rapport entre société et sexualité, déjà examiné en 1966 dans un numéro spécial de Partisans, Sexualité et répression. Les ouvrages du philosophe Herbert Marcuse, maître à penser de la contestation étudiante, ont été traduits en 1968. Pour transformer la civilisation répressive, il faut concilier le principe de plaisir et le principe de réalité, et pour cela libérer l'éros à condition que la sexualité ne devienne pas un objet de consommation. Il rejoint ainsi la démarche des féministes soucieuses de dénoncer l'instrumentalisation du corps des femmes. Dans La politique du mal, Kate Millett, 1971, pourfend les monstres sacrés de la littérature anglo-saxonne, D.H. Lawrence, Henry Miller, Norman Mailer, qui contribuèrent à emprisonner les hommes et les femmes dans les sombres enclos de la réaction sexuelle. Mais elle reconnaît aussi que Henry Miller est le seul écrivain qui, entre guillemets, cette citation, en dehors de l'Orient, réussissent à parler du sexe sur un ton aussi naturel que les autres romanciers quand ils décrivent la table du déjeuner ou le champ de bataille. Fin de citation, 1971. La description crue et réaliste des scènes sexuelles est centrale dans La crucifixion en rose, trilogie qui, dès les années 1950, avait promu Miller au rang de libérateur de la sexualité et qui fut rééditée en 1968. Margaret Mead, traduite en 1963, conforte le mythe du paradis sexuel océanien, présent dans de nombreux récits d'aventure. Les livres des sexologues américains, Master et Johnson, Brecher,
Bréchet, publié à la fin des années 60, renouvelle l'approche de la sexualité féminine. Les signes annonciateurs de la contestation étudiante se font jour dès 1966 lorsqu'un groupe d'étudiants situationnistes de Strasbourg rédige et diffuse une brochure intitulée « De la misère sexuelle en milieu étudiant et de quelques moyens pour y remédier ». Un de leurs leaders, Raoul Venagame, dans son traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, prône une sexualité sans entrave, un déchaînement du plaisir sans restriction. Mosulavo, 2002. Sur le campus de Nanterre, les étudiants se dressent contre le règlement des cités universitaires en occupant le bâtiment des filles alors interdit aux garçons. Daniel Cohn-Bendit, leader du mouvement de contestation, frôle l'expulsion après une altercation avec le ministre de la Jeunesse et des Sports à propos de la sexualité des jeunes. Au 3 mai 1968, prologue des événements, entre guillemets, la question sexuelle n'est pas prioritaire, mais elle explose rapidement au travers des slogans qui ornent les murs des facultés. L'imagination au pouvoir, il est interdit d'interdire, jouissons sans entrave, faites l'amour, pas la guerre. C'est des guillemets que je choisis. Si dans l'euphorie de l'aventure, certains ont pu mettre en pratique ces devises, à l'automne la libération sexuelle n'est encore qu'un mot d'ordre. Le cataclysme de mai 68 est le prélude au vaste mouvement, aux multiples facettes de la décennie 70, pendant laquelle la revendication politique de la libération sexuelle apparaît comme un terme mobilisateur et rassembleur. Page 54, l'éducation sexuelle fait l'école buissonnière. Toutefois, mai 68 n'a nullement sonné le glas de la répression sexuelle. Plusieurs affaires le prouvent. En 1971, le docteur Carpentier, avec quelques lycéens réunis dans un comité d'action pour la liberté de la sexualité, rédige un long tract d'information sexuelle intitulé « Apprenons à faire l'amour ». Si ce texte rencontre un vif succès auprès du jeune public, son rédacteur se voit infliger une peine d'1 an d'interdiction d'exercice de la médecine. L'année suivante, commentant ce texte dans le cadre de son cours et à la demande de ses élèves, Nicole Mercier, professeure de philosophie, est immédiatement inculpée pour outrage aux bonnes mœurs. Après une mobilisation intense, un non-lieu est prononcé. Ces incidents font avancer la réflexion globale sur l'information et l'éducation sexuelle. Cependant, créé en 1972, le Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale, doté de fonctions très limitées, est tourné vers les adultes. L'éducation sexuelle fait, sous haute surveillance, son entrée très timide à l'école en 1973. Toutes les sensibilités sont préservées, l'école n'entend pas se substituer aux parents dans leur mission éducative. L'éducation nationale va participer à la mobilisation générale contre le sida. La circulaire de 1973 est remplacée en 1998 par une autre relative à l'éducation à la sexualité et à la prévention du sida. Elle intègre les dimensions psychologiques, affectives et socioculturelles de la sexualité. Cette éducation se fait dans le cadre des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté, CESC, attachés aux établissements scolaires. Les actions des CESC sont très divergentes selon les projets d'établissement, et la circulaire est plus ou moins appliquée. En 2001, la moitié des collèges seulement avaient mis en place cette prévention. La référence est au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, rapport relatif à l'éducation à la sexualité, 2016. En 2001, l'éducation à la sexualité est inscrite dans le Code de l'éducation. De simple réglementation, elle devient obligation légale dans toutes les structures accueillant des jeunes et des personnes handicapées, mais elle est très inégalement appliquée. En 2013, l'impulsion gouvernementale en faveur de l'éducation à l'égalité filles-garçons va échouer en pleine mobilisation réactionnaire contre le mariage pour tous. Le dispositif ABCD de l'égalité a fait long feu. L'éducation à la sexualité fait l'objet d'une certaine frilosité. Donc, rapport relatif à l'éducation à la sexualité 2016, toujours comme référence. En particulier dans le domaine de l'égalité filles-garçons, de la question plus globale du genre, rejetée avec virulence par incompréhension et idéologie conservatrice par des militants activistes influents. Voilà, ça c'était pour la première partie. On va continuer encore avec un autre passage qui est donc dans la partie révolution sexuelle ou révolution des rapports entre les sexes. Et c'est donc les violences sexuelles à l'encontre des mineurs. Si l'arsenal répressif est affiné, le problème de la preuve reste entier, et en amont celui de l'accusation. Malgré les dispositifs mis en place pour favoriser leur parole, un grand nombre de victimes sont encore dans l'incapacité de dire leurs blessures, a fortiori de dénoncer leurs agresseurs. Ce blocage est renforcé lorsque les victimes sont en situation de dépendance par rapport aux auteurs des sévices, et que ceux-ci sont des proches. La multiplication des centres d'accueil et des permanences téléphoniques d'aide aux victimes a favorisé leur expression. L'attente portée par la société entière à ces questions suggère qu'elles sont maintenant considérées comme des problèmes sociaux. Une sensibilisation accrue des structures de protection de l'enfance a donné à ce phénomène une certaine visibilité. Depuis 1994, les services départementaux de l'action sociale se sont dotés d'un système d'enregistrement statistique des signalements d'enfants victimes d'abus sexuels. Les statistiques fournies par l'AUDAS, Observatoire national de l'action sociale décentralisée, montrent que les abus sexuels à l'encontre des enfants s'observent dans tous les milieux sociaux et qu'ils touchent de très jeunes enfants.
Après avoir augmenté pendant plusieurs années, les abus sexuels repérés par l'audace se sont stabilisés à partir de 2001 et semblent en diminution, autour de 5000 cas annuels. A contrario, certains médias, en véhiculant des images de drames insoutenables, provoquent beaucoup d'émotions et induisent peur et jugement irrationnels. À la suite de la ténébreuse affaire Dutroux, qui a plongé en 1996 la Belgique dans la plus grande consternation, les pouvoirs publics ont accru la répression des abus sexuels sur les enfants et amélioré les conditions d'audition pour des mineurs. La loi créant une peine de suivi médico-social pour les auteurs de crimes et délits sexuels a suscité des réserves et débats. Depuis les années 2000, la médicalisation de la criminalité est presque banalisée, quoique difficilement mise en œuvre. Dans une opinion publique en plein désarroi, face à des crimes sexuels que les médias exploitent d'une façon outrancière, se dessine une certaine indétermination sur la notion de majorité sexuelle et de liberté sexuelle. Un revirement des mentalités s'est opéré. En 1977, à la suite de l'incarcération de 3 hommes pour attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs de moins de 15 ans, consentant au moment des faits, des intellectuels prenaient position en faveur de la révision des textes réglementant les relations entre adultes et mineurs. Il s'agissait alors de défendre la liberté sexuelle des adolescents. En 2016, les adolescents jouissent d'une relative liberté sexuelle, mais l'interdit sur les relations entre adultes et mineurs, est renforcé, transformant le regard sur les rapports entre adultes et enfants. Le risque de systématiser la suspicion à l'égard des gestes d'affection est réel. Les éducateurs et les éducatrices y sont confrontés au quotidien, alors que des adolescents s'adonnent au cyberharcèlement, nouveau type de violence gravissime, lié au développement incontrôlé des téléphones mobiles et à la prééminence des réseaux sociaux. Cette forme de violence à caractère sexuel entraîne des ravages chez les jeunes qui en sont la cible. Plus que jamais, la société se trouve inapte à gérer la sexualité des jeunes, entre liberté et violence. C'est la conséquence du défaut de communication sur ces questions persistant entre adultes et jeunes, dans un contexte de médiatisation outrancière et d'une marchandisation toujours accrue du sexe. D'un autre côté, la peur des pédophiles, bien ancrée dans les mentalités de beaucoup de jeunes parents, induit la représentation d'une forte dangerosité du monde adulte vis-à-vis des enfants, peur principalement à l'égard des adultes inconnus, extérieurs à l'entourage immédiat, alors que les violences sexuelles sur les enfants sont commises dans leur grande majorité dans le cadre de la famille et par des proches. Hamel et Hall, 2016. Tous les résultats d'enquêtes sur la sexualité ou les violences réalisées depuis les années 90 en font le constat, mais l'opinion publique se forge davantage au contact de faits divers les plus odieux qu'à la lecture de chiffres souvent indéchiffrables. Bon. On va lire un tout petit passage encore, dans la partie l'observation statistique de la sexualité. L'enquête ACSJ, analyse des comportements sexuels des jeunes. L'application à une population d'adolescents qui n'a pas, dans sa majorité, eu de rapport sexuel s'avère très délicate. Plus qu'une description des pratiques sexuelles, il s'agit de retracer les voies, préciser les démarches par lesquelles les adolescents entrent dans l'univers sexuel. Lagrange et Lomond, 1997. L'acte inaugural de la vie sexuelle est le premier baiser avec la langue. Le rapport sexuel est défini comme tout contact, masturbation réciproque ou coït, avec les organes génitaux de l'un des protagonistes. Un échantillon représentatif des jeunes âgés de 15 à 18 ans ont été interrogés individuellement en face à face sur leur lieu de scolarisation ou de formation. La première partie du questionnaire concerne la vie scolaire ou pré-professionnelle, la sociabilité, le premier partenaire embrassé. La deuxième partie, relative aux partenaires, à la première et à la dernière expérience, se présente différemment pour les jeunes ayant eu des rapports sexuels et ceux ayant seulement flirté. La dernière partie traite de l'utilisation de la drogue, des perceptions et attitudes envers les séropositifs et les malades, des relations dans la famille et de la communication sur l'amour et la sexualité. Donc là, on va avoir, dans la partie les comportements sexuels contemporains, on va avoir plusieurs petits paragraphes, plus ou moins longs paragraphes, sur l'entrée dans la vie sexuelle. Voilà. Donc début de citation. Décrire l'entrée dans la sexualité, c'est s'apercevoir qu'on y était déjà. Un commencement suppose un acte inaugural que l'on pourrait isoler comme le premier pas. Or, nous sommes dans la sexualité, la psychanalyse l'a dit fortement, dès le début de notre vie. Les actes par lesquels elle s'annonce sont multiples. Fin de citation. Lagrange et Lomond, 1997. Dans les enquêtes, l'entrée dans la sexualité est classiquement repérée par un événement tangible, le premier rapport avec pénétration. Ce qui occulte la phase, plus difficile à cerner, de la sexualité juvénile. La seule enquête nationale sur la sexualité des jeunes de moins de 18 ans
l'enquête ACSJ, donc on a vu juste avant, chapitre 4, date de 1994. La prise en compte de l'enquête CSF de 2006 du premier baiser avec la langue permet d'entrevoir les évolutions de cette phase d'apprentissage de la vie sexuelle au cours des générations. Sexualité juvénile, le flirt. La découverte de la sexualité relationnelle est difficile à appréhender, d'autant plus que la pratique du flirt poussé brouille quelque peu la carte d'entrée dans la vie sexuelle. Les jeunes qui s'adonnaient des années 40 aux années 60 au pelotage, comportement très répandu d'abord aux États-Unis puis en France, s'initiaient graduellement aux pratiques sexuelles. Le pelotage comporte toutes les formes possibles d'attouchement en dehors de l'union véritable des organes génitaux. Selon l'enquête Simon, plus de 2/3 des personnes interrogées déclarent avoir flirté avec le partenaire de leur premier coït, très souvent leur conjoint, avant d'avoir un rapport sexuel complet. Près de la moitié des hommes et le quart des femmes sont parvenus à l'orgasme avant le premier coït. Visiblement, les hommes prennent plus facilement du plaisir dans le flirt que leur compagne. Les jeunes de moindre niveau scolaire expérimentent plus directement le coït. La pratique du flirt multiple s'intensifie, plus de la moitié des garçons, la moitié exactement des filles, échangent baisers et caresses avec d'autres personnes que les partenaires de leur premier rapport complet. Ils sont proportionnellement moins nombreux à pousser ces aventures jusqu'au plaisir partagé. Simon et Hall, 1972. En 1994, l'entrée dans la sexualité relationnelle des adolescents est toujours graduelle. Échange de baisers et caresses du corps. Ensuite, l'entrée dans la sexualité génitale comprend d'abord les caresses du sexe, puis le coït et ou les rapports bucco-génitaux et ou la sodomie. La liberté dont jouissent les jeunes des années 90 par rapport à ceux des années 60, notamment la permissivité à l'égard des relations sexuelles précoces, n'empêche pas que, dans la majorité des cas, l'échange sexuel obéisse à des règles sociales. Si dans la conduite de leur vie amoureuse, un grand nombre de jeunes sont affranchis de la tutelle parentale, celle-ci s'étant transformée le plus souvent en bienveillance attentive, ils n'en sont pas moins soumis à d'autres formes de normalisation, de la part principalement de leur père et aussi les médias. L'idée commune selon laquelle la liberté sexuelle inciterait les jeunes à franchir le pas, très tôt est invalidée. La moitié des adolescents interrogés sont encore plus sots, au sens commun de ce terme, au moment de l'enquête, et 1 sur 10 n'a jamais flirté. Certains ont échangé leur premier baiser profond dans leur prime adolescence, dès l'âge de 12 ans. À 14 ans, la moitié des garçons et des filles l'ont fait, mais il s'écoulera près de 3 ans et demi pour que la moitié d'entre eux aient réalisé leur premier coït. Lagrange et Le Monde, 97. L'âge au premier baiser profond s'est abaissé de 3 ans au cours des 50 dernières années. Pour les filles, il est passé de 17,5 ans dans les années 50 à 14 ans dans les années 2000, et pour les garçons de 7,6 ans à 13,5 ans. Enquête CSF. Il s'agit d'une transformation importante de la sexualité juvénile. Le premier baiser est plus précoce et on peut aisément imaginer que les caresses du corps et les caresses génitales, échangées par les adolescents des années 2000, diffèrent quelque peu des techniques complexes du pelotage auxquelles se livraient leurs parents pour parvenir au plaisir prohibé tout en évitant la défloration de la jeune fille. Car dans tout groupe social qui valorise voire impose la virginité des filles, les techniques sexuelles précoïtales peuvent être très développées. Si l'entrée dans la sexualité adulte est officialisée symboliquement lors de la nuit de noces, avec éventuellement pour preuve l'exhibition du drap taché de sang de la Vierge, l'initiation privée plus ou moins secrète au plaisir sexuel partagé a pu être progressive. En dehors des mariages arrangés où la nuit de noces s'apparente à un viol organisé. La préservation de la virginité n'étant plus le moteur du flirt, les pratiques du flirt deviennent une fin en soi, un échange sexuel spécifique à cette étape de la vie, scandé par les rythmes scolaires et la fréquentation des pairs. La portée symbolique du premier rapport avec pénétration se trouve ainsi transformée. Les sentiments d'amour ou d'amitié prennent le pas sur les interdits sexuels pour délimiter les trajectoires d'entrée dans la sexualité. La mise en place d'une relation d'amitié tend à retarder le premier baiser. Les filles prennent souvent l'initiative, ou tout au moins sont co-initiatrices du premier baiser. L'amitié fait en quelque sorte barrage à l'entrée dans la sexualité. En revanche, lorsque la relation d'amitié se sexualise, le passage à la sexualité génitale est très rapide. L'entrée dans la sexualité relationnelle varie en fonction du sentiment éprouvé. Ceux qui n'étaient pas amoureux ont eu d'autres partenaires avant d'avoir des rapports génitaux. Leur entrée dans la sexualité génitale a été ralentie, contrairement aux amoureux qui ont brûlé les étapes. Début de citation. Les relations sexuelles naissantes sont saturées d'amour à un point qui aurait paru invraisemblable du XVIIe au XIXe siècle dans la plupart des milieux sociaux. Fin de citation. Le mythe de l'amour est un trait commun entre tous les jeunes, dans la majorité des cas. L'affectif structure le rapport à la sexualité. Mais sous le regard des autres, notamment des pères, les garçons affichent des motivations conformes à l'image de la virilité. Presque la moitié des garçons ont déclaré avoir eu leur premier coït par attirance et désir physique, 38% par amour contre 61% des filles. L'attirance, le désir et l'amour ne sont pas incompatibles. Ces réponses stéréotypées révèlent davantage des représentations sexuées que des pratiques sexuées.
va passer donc à une autre partie sur l'homosexualité, une catégorisation hétérogène, et juste lire donc un petit paragraphe qui s'appelle « Environnement social et familial ». Plus diplômés, les homobisexuels vivent dans des environnements professionnels plus tolérants, dans des villes de plus de 100 000 habitants. Les grandes agglomérations possèdent leurs quartiers gays et lesbiens, à la fois marginal et situés dans un quartier central, comme le Marais à Paris, Chauvin et l'Arche 2013. Les modes de vie sont très différenciés selon le sexe. En 2006, 41% des homobisexuels activent une relation de couple avec un homme, 32% avec une femme et 27% n'ont pas de partenaire stable. Chez leurs homologues masculins, 12% ont une relation stable avec une femme, 49% avec un homme et 39% n'ont pas de relation stable. Ils ont en général des parcours sociaux et familiaux plus complexes que les hétérosexuels et une vie sexuelle diversifiée. On va s'arrêter là pour ce livre, pour le moment. Alors là, on va lire une toute petite partie dans les droits des homosexuels, qui fait partie donc de la collection Que sais-je de PUF, PUF, presse, je ne sais plus exactement. Mais voilà, donc on va lire juste une partie. Ce sera assez rapide. 35, c'est dans la personne homosexuelle et dans l'ordre européen. Et la partie s'appelle l'âge du consentement aux relations sexuelles, page 35. La Commission a longtemps considéré qu'une différence entre l'âge légal du consentement à des relations hétérosexuelles ou à des relations homosexuelles pouvait être admise. Elle a modifié sa position dans une affaire opposant un ressortissant britannique au Royaume-Uni. MS s'est plaint de ne pouvoir vivre son homosexualité avant l'âge de 18 ans, sauf à encourir une sanction pénale, puisque la législation anglaise opère une distinction entre les homosexuels et les hétérosexuels, quant à l'âge à partir duquel les relations sexuelles sont autorisées. 16 ans pour les pratiques hétérosexuelles et 18 ans pour les pratiques homosexuelles. La Commission a, dans un premier temps, déclaré la requête recevable en estimant que cette question était sérieuse au regard des articles 8 et 14 de la Convention. Dans un second temps, le 1er juillet 1997, la Commission a, au terme d'un rapport très complet et très argumenté, estimé qu'il n'y avait ni raison objective ni justification raisonnable pour maintenir un âge minimum aux relations homosexuelles supérieur à celui fixé pour les relations hétérosexuelles. En conséquence, elle a considéré que la législation du Royaume-Uni, qui institue cette différence de traitement, viole le droit à la vie privée du requérant, protégé par l'article 8. La décision de la Commission et la saisine de la Cour ont conduit le Royaume-Uni à modifier la loi. Le 30 novembre 2000, l'âge au consentement a été fixé pour tous à 16 ans. Le 22 novembre 2001, la Cour a déclaré recevables 2 requêtes émanant de 2 ressortissants autrichiens qui ont fait valoir que l'article 209 CC de la loi autrichienne, qui définit un âge au consentement aux relations sexuelles, différent selon l'orientation sexuelle et fait encourir aux homosexuels une peine d'emprisonnement, contrevient aux articles 8, 2 et 14 de la CEDH. L'affaire sera jugée prochainement. Alors, du coup, on avait commencé hier la lecture de la partie du texte du phare, donc rapport contre la normalité, sur les mineurs, mais il n'y avait plus de batterie. Donc, je vais recommencer maintenant. Donc, c'est la partie 6 du rapport contre la normalité du phare, donc le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Les mineurs. Qui commence par les relations mineures majeures. C'est donc la première chose qui sort. Quelques réflexions de la commission des mineurs à la suite d'une discussion, entre parenthèses, travail collectif d'une dizaine de personnes. La commission des mineurs homosexuels a préparé cette intervention pour poser le problème des relations mineures majeures à l'intérieur du phare. En effet, il nous est apparu important de ne pas reproduire les rapports d'inégalité inhérents au système. Or, il semble que certains aient tendance à nous considérer d'un œil vaguement amusé, parfois même paternaliste, et qu'au sein de ce groupe, certains ne nous accordent pas l'importance que nous avons. La société protège avant tout ces jeunes, qui représentent l'avenir et l'espoir de perpétuer son ordre social. La société protège ces jeunes de l'immoralité, mais elle se montre moins soucieuse de protéger ces chers jeunes des coups de matraque, des violences policières et néofascistes, des brimades et de la mentalité anti-jeune. Elle ne se montre pas plus soucieuse d'ouvrir à ces chers jeunes des perspectives réelles d'avenir, de leur offrir des conditions d'études décentes, de leur épargner leur servage gratuit qu'une sorte de pudeur fait appeler apprentissage, de leur éviter le chômage que les jeunes en question en sont souvent réduits à accepter des emplois sous-payés sans rapport avec leur formation et leurs aptitudes. Il est plus facile de nous représenter une jeunesse oisive de son propre gré, une jeunesse qui n'a pas connu la guerre et ses privations, une jeunesse qui fout en l'air l'argent du contribuable en cassant tout, une jeunesse pervertie et dévoyée qui passe son temps à baiser et à se faire baiser pendant que les gens sérieux adultes. La caméra est tombée, pardon.
eux travaillent pour la société. Or, nous voulons détruire son ordre moral, comme son ordre social. Nous voulons détruire la notion de mineur, car c'est une notion phallocratique d'inégalité. Toute notre société repose sur des rapports d'inégalité. Il faut bien que quelqu'un commande, chacun selon ses mérites. Les mérites, comme chacun sait, sont inégaux. Ce sont là des idées de reçu, imposées par une minorité, une classe qui vit de l'exploitation de la majorité. Nous refusons les valeurs de la classe privilégiée, et la notion de mineur, qui étymologiquement tend à nous réduire à l'état d'être mineur, inférieur, moins important, parce que pas encore mûr et éduqué. Mais nous nous considérons déjà comme des êtres à part entière, avec les libertés et les responsabilités que cela implique. Nous refusons d'être éduqués, façonnés à l'âge des adultes, polis pour bien entrer dans le moule, dans la place que nous réserve la société que nous n'avons pas construite. Nous proclamons notre droit à la libre éducation, à l'autodétermination, à l'expérience. Nos parents nous préparent à vivre sagement dans leur société en fonction d'un monde révolu. Et c'est dans le nôtre que nous voulons vivre. La notion de mineur est une notion que nous combattons, et pourtant elle existe en nous, profondément ancrée par la force de l'habitude, par la pression du milieu. Ainsi, parfois, quand nous nous trouvons en présence d'un adulte, nous avons souvent l'impression qu'il se conduit de façon protectrice, paternaliste ou dominatrice. Nous ne pouvons admettre cette attitude phallocratique, ni accepter le comportement qui en découle. Attaquer la société et son ordre moral par ces jeunes, c'est l'attaquer en son point le plus vulnérable et le plus cher. Le plus vulnérable car ces chers petits que nous sommes sont si influençables, si peu au courant des choses de la vie. Le plus cher parce que nous représentons l'avenir. Or, leur avenir, on s'en fout. Nous voulons jouir dès maintenant. Nous affirmons notre droit à disposer de nous-mêmes, notre droit au plaisir. Face à notre volonté d'émancipation, il y a la loi, la famille, le milieu. Les majeurs ne doivent pas non plus ignorer les difficultés diverses que nous éprouvons en famille du fait que nous sommes mineurs. Elles vont de la restriction de notre liberté, sortie, à une tension insupportable de nos relations avec les parents malheureux. Entre guillemets, un parent malheureux. Un climat de défiance, d'incompréhension ou de gêne en passant par des problèmes pratiques, tels que la crise du logement. Vous n'ignorez pas que vis-à-vis de la loi, c'est toujours le majeur que l'on poursuit. Mais au-dessus de 18 ans, l'outrage à la pudeur, ça marche quand même. Sans compter que les maisons de correction, ou pour employer un doux euphémisme administratif, de rééducation, et autres foyers de liberté restreintes ou surveillés ne sont pas, et de loin, l'apanage exclusif des hétérosexuels. Ainsi, si la loi se charge des majeurs, vous ne pouvez penser que nous restons impunis. La famille remplace le flic lorsque nous avons commis le crime de disposer librement de notre corps. Mais flic ou famille, cette répression ne peut durer et nous pensons que c'est l'un des problèmes les plus urgents auxquels les sections de quartier doivent réfléchir. Nous proposons que chacune des sections d'arrondissement élabore un papier, résultat des discussions, des recherches à ce sujet, et que nous mettions tout cela en commun d'ici quelques temps. Consulter un avocat, étudier la question sous son angle historique et juridique nous paraît une bonne façon d'aborder le problème. Étudier des cas précis de répression, collecter ainsi un livre noir à propos des homosexuels et de leur rapport avec les flics, les juges, les médecins et les psychiatres. Nous pensons particulièrement à ceux de l'armée et des prisons où les vexations, les mesures coercitives à l'encontre des homosexuels sont un scandale qui naturellement n'intéresse personne. Ceci nous fournira matière à argumentation plus fournie pour le travail de propagande. Donc là, on va avoir une deuxième partie qui est sur les mineurs, qui s'appelle Les mineurs ont droit au désir. Et après, il y aura un autre texte qui, il me semble, est un des textes qui était sorti dans la revue Tout, numéro 12, dans lequel Le Phare avait eu une rubrique, plusieurs doubles pages. Donc les mineurs ont droit au désir. Si tu as 15 ou 16 ans et que tu cherches à avoir une relation homosexuelle, ta première aventure risque fort de te laisser un horrible souvenir. Tout est fait, en France même aujourd'hui, pour que tu te trouves un partenaire sale et répugnant, parce qu'être homosexuel ici, c'est d'abord être abject. Et l'on devient à l'image de ce que les hétéroflics se font de nous. Tasse, rue, des goûts de vivre et de soi-même. Et si tu tombes sur un arabe, tu es encore plus dégoûté, car eux aussi, les arabes ont dans le même piège en devenant ce qu'on a voulu faire d'eux. Un siècle et des poussières de colonialisme, ça compte, non? Et le jeune mec qui a vécu dans une France raciste ne peut que considérer comme une dégradation terrible de coucher avec un crouille, entre guillemets. Que ceux qui protesteraient violemment en lisant 15 berges, le témoignage vécu qui va suivre, réfléchissent un instant. Nous affirmons que dans ce putain de pays, il n'y a pas un seul individu qui n'ait été contaminé par le racisme anti-arabe. On peut se débarrasser sans doute du racisme à tel ou tel niveau, verbal par exemple, mais pas à tous les niveaux. Seule, en fin de compte, la destruction de la personnalité individuelle permet d'en finir avec le racisme, c'est-à-dire d'aimer un arabe. Et alors, il n'y aura plus d'arabe, de nordal, de couille, mais quelqu'un dont la peau est douce à caresser, les lèvres fraîches et les yeux bouleversants de lumière. Quelqu'un qui devient moi, au profond de l'extase.
Bon, là, du coup, il y a la chronique, signée par un PD mineur et devenu joyeux qui raconte une expérience qu'il a eue avec un mec qu'il a trouvé dans une tasse, je sais plus, bref, dans un lieu de cuisine, donc on ne se connaissait pas, et donc il raconte tout ça, c'est pas très joyeux. C'est aussi un rapport qui est tarifé, et la personne écrit c'est naturellement par rapport à ça, sur le fait qu'il est payé. Mais en posant la question, en disant c'est naturel, non. Donc voilà, donc il raconte ça, et alors je vais reprendre le dernier paragraphe qu'il y avait dans le texte du phare, dans la partie sur les mineurs. Non, je vais reprendre ça. Le texte ci-dessus est apparu à certains camarades non homosexuels comme raciste. Alors nous avons discuté entre nous de nos rapports avec nos amis arabes. C'est vrai que les homosexuels français, à leur manière, ont une certaine forme de racisme. Comment pourriez-vous imaginer qu'un jeune blanc de 15 ans, même PD, échappe à l'atmosphère raciste? Mais nous sommes sûrs que le racisme des militants, qui ne vivent leur rapport avec des arabes qu'au travers de grandes phrases, est plus aliénant que le nôtre. D'abord, tout le monde vit sur l'image du vieux PD européen qui se tape des petits arabes. Outre que ça n'est jamais si simple, signalons qu'en France, ce sont nos amis arabes qui nous baisent et jamais l'inverse. Comment ne pas y voir une revanche consentie par nous sur l'Occident colonisateur? Croyez-vous qu'on puisse avoir les mêmes rapports que tout le monde, ou que le français moyen, avec les arabes, quand on commet avec eux l'acte que la morale bourgeoise rend le plus honteux? Oui, nous sentons une solidarité d'opprimés très forte avec les arabes. Donc là, on va lire un tout petit passage, on va lire l'introduction d'une revue qui s'appelle Carnet. Là, c'est un exemplaire qui date de 2019, qui s'appelle Le récit inachevé, étude sur mai 68. Et du coup, donc là, on va lire l'introduction qui s'appelle Mai 68 ou l'art de la parenthèse, qui est donc de Maria de Jesus Cabral, Carlos F. Clamonte Carreto et Maria Joao Priente. Pardon pour cette francisation des prénoms et noms de famille. Ok, c'est parti. Le cinquantenaire des événements de mai-juin 68, comme il reste courant d'entendre dire en France, offre l'occasion de porter un regard décentré sur l'histoire récente et la portée sociale, politique et culturelle de mai 68, moins sous le signe d'une commémoration que d'une réflexion transdisciplinaire prospective sur le legs de la pensée 68, Ferry et Renaud 85, que d'aucuns auraient tout simplement aimé liquider, Weber 88, 98, 2008. En effet, la mémoire et les prolongements de mai 68 demeurent au cœur de la vie politique de l'Hexagone, et ce, depuis la fin des années 90, marquant aussi bien un renouveau anamorphe de l'activisme que les argumentaires électoraux, comme ceux qui virent l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy en 2007. Ils ont d'ailleurs marqué les récents débats politiques en France, notamment autour de l'intégration et de l'identité nationale. C'est dire combien l'esprit 68ard reste une évidence incontournable de la pensée et de la civilisation occidentale, à confronter avec la génération et la réalité sociale un demi-siècle plus tard. D'autant plus que, bien plus qu'un simple moment, Michel Zancarini-Fournel 2008, de révolte sociale et générationnelle, estudiantine au départ, dans le contexte somme toute confortable des Trente Glorieuses, il fut le producteur de slogans, de mots d'ordre, d'adhésions et traductions diverses, tant révolutionnaires, politiques, littéraires, culturelles, que morales et civilisationnelles dont nous sommes les légataires, souvent sans en avoir conscience. En outre, mai 68 permet de porter un regard et un recul critique sur les études culturelles en tant que vulgarisation de la psychanalyse, du marxisme et de la linguistique sémiotique, et terreau de cette révolte contre la littérature, la philologie, la stylistique et le commentaire autoritaire du texte. Son discours a plus d'un titre libertaire, les ayant décisivement escortés et relayés, de telle sorte que bien des questionnements moraux, sociétaux, voire politiques actuels, suscités par et dans la littérature, se voient inévitablement et quelque part associés ou dissociés des aspirations 68ardes. Il nous suffit de parcourir slogans et mots d'ordre qui ont scandé cette période pour nous rendre compte de la nature hétérogène, plurielle et kaléidoscopique de mai 68. Révolution inachevée car inachevable ou éternel recommencement. Mai 68 est un récit paradoxal à plusieurs égards, soit en tant qu'épiphénomène, qui a cependant marqué aux profondeurs l'imaginaire collectif, soit comme manifestation plus ou moins violente et créatrice d'un désir protéiforme de changement, qui s'ancre dans l'absolue contemporanéité, tout en ne cessant pas de brasser rêves et aspirations, s'inscrivant dans la longue durée de l'histoire et du mythe. Si mai 68 désigne un événement qui semble suspendu dans le temps, il se veut également, et ceci dès le moment où il émerge et se développe, récit.
Récit identitaire, à la fois collectif et individuel, aux formes variées, à plusieurs voix. Récit multi-perspectivé et incessamment reconfiguré au long des années. Et c'est bien pourquoi mai 68 occupe une place et un statut particulier au cœur de l'histoire et de la culture contemporaine. Comme le prouvent les nombreux travaux publiés, il existe foison de documents et de témoignages, directs ou indirects, qui permet aujourd'hui de lancer un regard analytique précis, distancé et critique sur mai 68. Et néanmoins, ce que la pléthore de publications qui accompagnent le cinquantenaire et la profusion des termes cherchant à nommer ou à circonscrire ce que fut ou a pu être mai 68, met en évidence, c'est encore et toujours la dimension troublante de cette période et sa nature d'objet fuyant et quasi indéfinissable. De plus, l'événement de mai 68, dont on a souvent répété qu'il inaugurait une nouvelle vision du monde et du sujet, marqué par les problèmes de la mondialisation, de l'interculturalité, de la reconfiguration des valeurs bourgeoises, de la famille, des rapports au pouvoir ou à l'autorité au sens large, de la consommation et du spectacle, est tellement saturé de paroles, d'images d'affect, de symboles, de réminiscences et de significations si diverses, qu'il s'érige au rang d'une véritable mythologie moderne, comme en témoignent les expressions rythmant le discours de plusieurs auteurs qui ont participé au numéro spécial de la revue Sociaux, 10-2018, consacré à mai 68. Edgar Morin, William Yorka, 2018, c. 57. Souligne qu'aucune révolte étudiante ultérieure, entre guillemets, n'a eu le caractère symbolique et mythologique de mai 68, compte tenu de la nature quasi-anthropologique des aspirations profondes qui jaillissent de cette crise. Dès lors, bien plus que ressasser les circonstances historiques de mai 68, il importe d'en dégager des bilans et des réinventions prospectives telles qu'elles s'expriment en langue française tant sur le plan culturel que littéraire, et en suivre les réalisations et les enjeux. Donc maintenant, on va lire un extrait de Mon MLF de Marie-Jo Bonnet. C'est le chapitre 45, donc la première manifestation contre la répression de l'homosexualité, juin 1977. On va en lire un extrait. Anita Bryant est une grande vedette de la télévision. Estimant que les enfants sont menacés par ce décret, il parle d'un décret pour licencier qui autoriserait le licenciement des enseignants homosexuels. Donc voilà, ça se passe en Californie. Donc elle a lancé une croisade contre les homosexuels, réputés pédophiles et dangereux pour la jeunesse. Entre guillemets, en tant que mère, dit-elle, je sais que les homosexuels, biologiquement, ne peuvent pas se reproduire. C'est pourquoi ils viennent nous prendre nos enfants. Fin de la citation. Sa haine va si loin qu'elle a fondé un mouvement, Save Our Children, payé des publicités à la télé contre ce décret et impulsé un référendum pour annuler le décret antidiscriminatoire. Elle n'arrête pas de passer à la télé en championne de la sauvegarde de la morale menacée. Le MLF a sonné l'alarme et plusieurs groupes appellent à manifester le 25 juin 1977 contre la répression de l'homosexualité. Des groupes de femmes essentiellement, comme les lesbiennes féministes, fondés l'année précédente à Jussieu par une nouvelle génération qui souhaite reprendre le flambeau. Les féministes révolutionnaires appellent aussi à manifester notre solidarité, le collectif anti-répression, le collectif pour la défense des droits humains et le GLHPQ, donc le groupe de libération homosexuelle, politique et quotidien issu du phare. De nombreux gays sont malgré tout réticents à se joindre aux femmes du MLF. Jean Le Bitou, explique qu'il préfère marcher, entre guillemets, au milieu de la rue après avoir tant rasé les murs, quand des guillemets et défiler, de façon autonome, non plus collé aux manifestations des autres, notamment du mouvement des femmes. Fin de citation. Jean Le Bitou s'est présenté aux élections sur une liste gay, mais il souhaite désormais couper le lien avec le mouvement féministe. Il n'est pas le seul, hélas. La tendance du mouvement homosexuel masculin est de s'émanciper des femmes pour se concentrer sur ses tropismes communautaires. Il y a eu des débats houleux à propos du Minitel rose, des petites annonces de Libé et des positions prises par de nombreux homosexuels en faveur d'un jouir sans entrave de plus en plus débridé. Nous ne sommes pas venus nombreux ce 27 juin 1977 pour exprimer notre refus de la répression de l'homosexualité. 300 personnes peut-être, dont une grande majorité de femmes qui partent de la place de la République vers les quartiers de Belleville. Dominique Poggi et Catherine Laourcade ont apporté une caméra vidéo pour filmer la manifestation. La plupart des slogans sont d'inspiration féministe. Phallocratie, moralité, virilité, il y en a marre, dit un panneau. Certains font à nos yeux allusion aux propos de la vedette américaine sur le fait que les homosexuels ne peuvent pas se reproduire. Les homosexuels se reproduisent de bouche à oreille, ou vos enfants ne risquent rien, ce n'est pas une maladie contagieuse. Un autre slogan traduit l'impression de la plupart d'entre nous. J'ai pas honte, j'ai peur. Phrase qui sera reprise par Bertrand Legendre dans le compte-rendu de la manifestation pour le journal Le Monde.
Donc là, on va lire un extrait de L'enfant et le pédéraste de Jean-Luc Pinard-Legris et Benoît Lapouge, qui était sorti en 1980. Ça va être la partie le rapt ou petit propos sur un archaïsme, et qui est présent donc avec un autre texte qui s'appelle Le faux paradis de l'errance, et donc c'est présent dans Politiser l'enfance, édité aux éditions Burnout, enfin édité par les éditions Burnout, coordonné par Vincent Romani. Ça commence par une citation de Matzneff qui dit « Le rapt est l'aurore même de l'humanité et nourrit ses plus anciens mythes ». C'est dans le livre Les passions schismatiques de Matzneff. Pour accéder à l'enfance, protégée aujourd'hui comme un des biens les plus précieux, le pédéraste souhaite un événement qui vienne bouleverser l'ordre des interdits. Puisque l'enfant est inaccessible, il faut donc l'enlever. La loi parle de détournement de mineurs, c'est un terme faible. C'est ici désir et volonté d'évasion, de rapt, d'enlèvement complice, de voyage hors du temps et de l'espace social. Ça c'est dans La muraille ou l'exercice de la parole, de Jean-Yves Guillaumard. Les enjeux concernant l'enfance sont d'une violence dont on ne finit pas de s'étonner. Dernier objet interdit du désir de l'adulte, sanctuaire intouchable, elle demeure un de ces territoires inconnus, autre continent noir, dont on ne cesse de rêver. On sait que l'interdit, loin d'anéantir le désir d'aller voir ce qui se passe du côté de ce qu'il circonscrit, ne fait que renforcer l'attrait pour la transgression. En pédérastie, comme chez saint Paul, c'est la loi qui fait le péché. Sur ce point, même s'il ne voyait sous l'effet d'une singulière myopie dans l'homosexualité qu'une bizarre variante de l'hétérosexualité, Georges Bataille n'a cesse de répéter que, d'une manière fondamentale, ce qui est sacré est précisément ce qui est interdit. Ajoutons même que l'érotisme avait fort à voir avec l'unité dans l'agitation violente de l'interdit et de la transgression. Entre parenthèses, les pédérastes seraient-ils, en ce sens précisément, de violents agitateurs? Placé sous l'injonction du ne pas toucher, du corps interdit, l'enfance excite comme une zone obscure dont on veut percer le secret, bien des convoitises. Elle est en effet pour l'adulte un mystère dont la clé lui échappe, elle demeure un monde étrange dont la connaissance a presque la valeur d'une révélation religieuse. Il suffirait pour s'en convaincre de voir à quel point les pédérastes empruntent au vocabulaire mystique. Il s'agit donc, même symboliquement, de passer de l'autre côté du miroir pour abolir ce qui contraint l'adulte et ne rester qu'en compagnie de lui-même. Il faut accomplir l'acte essentiel, irrémédiable, qui rétablira un contact entre l'adulte et l'enfant que l'institution sociale avait au départ séparé. Pardon, je surligne en même temps. Seul le rapt, pourtant redouté et redoutable, pourrait être en mesure d'accomplir cette fracture qui ouvrira à l'enfant les portes de la liberté et le fera tomber dans les bras du protecteur qui l'attend au détour du chemin. Il n'y a pas de pédérastie, entre parenthèses, il faudrait plutôt dire d'imaginaire pédérastique, fin de la parenthèse. Sans cette violence fondatrice qui exige un acte irréparable mais consenti par tous ceux qui sont en présence. On ne saurait que trop souligner l'ambiguïté de l'attitude de l'enfant. Il approuve la violence du rapt, parfois même il la réclame, comme Morgan dans L'élève de Henry James. Emmenez-moi, reprit Morgan dont le visage pâle souriait à Pemberton. Il ne semble pas qu'il y ait pour lui d'accès possible à l'univers adulte, de passage hors de la clôture de l'enfantin, sans une blessure, un meurtre symbolique, auquel, en tout état de cause, il lui faut se soumettre. René Scherer et Guillaume Cunningham peuvent donc dire, sans risque d'être contredits, que, toujours à l'arrière-fond des rêves d'enfance, scintille l'idée fascinante du rapt. En plaçant ainsi l'érotisme sous le signe de cette violence primordiale, pour laquelle ils trouvent les plus beaux accents, les pédérastes perpétuent en la renforçant une tradition qui lie la sexualité à l'interdit et à sa transgression, et fait de la scène du désir le lieu d'un règlement de compte où l'être désiré n'est là qu'à titre de symptôme. À cet égard, l'enfant dont on veut s'emparer pour avoir accès à son corps partage le lot qui reste souvent celui des femmes. Objet désiré dans une terreur sacrée, mais qui n'a pour issue que de se soumettre au scénario que son maître en libertinage est prêt à lui imposer. La pédérastie répète ainsi, en le déplaçant, le rapport à la femme. Il ne saurait y avoir pour le séducteur qu'une enfance offerte. Quoi qu'il fasse, sa seule présence transforme l'enfant en allumeur. Le mot allumeur vient de Gabriel Matzneff. Ce n'est pas à nos yeux le moindre des archaïsmes que de revendiquer une sexualité qui, sous le couvert de l'esprit libre, marque en fait une telle fascination pour la loi, que saute la barrière entre les âges, que disparaissent effectivement l'adulte et l'enfant, et sombrera probablement aussi cette dynamique de la transgression qui trouve dans la pédérastie son dernier refuge.
Les pédérastes n'ont le plus souvent rien du voleur d'enfants, de jeu super vieille. Et les enlèvements sont de nos jours plus que rares. Nous parlons évidemment du rapt et non du kidnapping que définissent si bien René Scherer et Guy Hockenheim. Dans le kidnapping, au contraire du rapt, ce n'est pas l'enfant qui est enlevé pour lui-même, parce qu'il vaut la peine de l'être, objet de désir. Le kidnapping est une relation entre adultes où l'enfant intervient seulement, en tant qu'objet précieux pour les parents, comme monnaie d'échange. Le désir de rapt qui traverse constamment le discours des pédérastes tient davantage de la stratégie. Il est une sorte de poliorcétique amoureuse, puisqu'il vise à faire tomber, après un long siècle, le corps désiré. Tomber amoureux de l'enfant, c'est tout d'abord faire céder ses défenses. On pense à Roland Barthes. Chaque fois qu'un sujet tombe amoureux, il reconduit un peu du temps archaïque, où les hommes devaient enlever les femmes pour assurer l'exogamie. Tout amoureux qui reçoit le coup de foudre a quelque chose d'une Sabine. Donc ça, c'était une citation de Roland Barthes. Parlant de l'enfant, on reconduira donc le langage de la capture, de la conquête, où les métaphores empruntées à la chasse dominent et qui placent la séduction sous le signe des activités masculines traditionnelles. La Sabine, on le sait, s'illustre finalement par sa passivité, par sa faiblesse aussi. En fait, en expulsant l'enfant de la gangue dans laquelle la famille le retient, le rapt substitue à la paternité l'ordre de la fraternité. Il permet aux garçons d'entrer dans le cercle des hommes. Prenant le parti des enfants contre le despotisme paternel, visant à instituer une génération de fils sans père, sans mère, sans généalogie, ne connaissant dans leur existence ni commencement ni fin, le rapt, pour ce qu'il veut être à la fois un acte d'abolition et le symbole d'une renaissance, s'apparente à tous les rites qui traditionnellement marquent l'entrée des garçons pubères dans la société des hommes. Au cœur même de la socialisation, il a donc pour but d'assurer à l'enfant la formation que la fugue est impuissante à lui donner. Le rapt est alors l'événement qui rend la fugue irréversible et qui fait que le coup de tête se change en affirmation de soi. Curieuse affirmation de soi, pourrait-on dire, puisqu'elle commence avec l'entrée en scène du séducteur, le malin génie, dont l'enfant a, assure-t-on, besoin pour exister, et qui lui propose l'épreuve dévoratrice. Mythologie d'une nouveauté quelque peu réchauffée, l'épreuve du rapt n'est pas, dans le langage des pédérastes les plus militants, sans rappeler ce que l'on peut observer dans les sociétés sans écriture ou dans la Grèce antique. Pour soustraire l'enfant à l'influence des mères et lui permettre d'entrer dans une société où il n'y aura plus, avec les femmes, que des rapports accessoires, il faut une cérémonie de passage, au cours de laquelle les hommes initiateurs l'accueilleront parmi eux. Le thème persistant du rapt est davantage l'arrachement au monde maternel que le retrait de la famille patriarcale. C'est le sens de la séparation des novices chez les Muring. Les mères, cachées sous les couvertures, s'assoient à même le sol avec leurs garçons devant elles. À un certain moment, les novices sont saisis par les hommes qui arrivent en courant et ils s'enfuient tous. Fin de la citation. On pourrait rappeler également que les relations amoureuses dans la Grèce antique étaient coutumières de ces rapts, effectués avec le consentement des pères. Ce qui est particulier aux Crétois, ce sont les coutumes réglant les relations amoureuses. Ce n'est pas en courtisant le garçon qu'ils recherchent, c'est par un enlèvement qu'ils s'en assurent la possession. On peut en conclure avec Henri Germer que l'acte d'enlèvement consiste à conduire le jeune garçon dans l'Andréon, la maison des hommes, ce qui fait penser à l'existence d'une confrérie aristocratique et militaire exigeant de tels rites d'initiation. Plus près de nous, Gabriel Matzneff reconnaît ce que la pédérastie doit encore aux confréries antiques. Nous sommes, dit-il, une société secrète, la dernière des sociétés secrètes, et nous n'avons pas fini de l'être. Nous sommes les Carbonari de l'amour. C'est ignoble de lire ce type. On peut donc mettre entre parenthèses l'archéologie du rapt. Pardon, je fais une pause. Je vais donc reprendre la lecture du texte de Jean-Luc Pinard-Legris et Benoît Lapouge. Voilà. On ne peut donc mettre entre parenthèses l'archéologie du rapt, faire comme si celui-ci était de l'ordre de la génération spontanée. Le scénario originel du rapt, inscrit selon nous dans un temps mythique, subit l'érosion du temps, mais il réapparaît sans cesse. De tous les archétypes, il est de ceux qui résistent le mieux. C'est sans doute pourquoi un auteur pourtant aussi perspicace que Tony Duvert fonde son désir d'enfant sur une indéracinable misogynie. Jonathan, personnage principal de l'un de ses derniers romans, voue par exemple une haine absolue à Barbara, la mère du petit Serge, dont il est amoureux. L'enfant est ici l'enjeu d'une rivalité entre Jonathan et Barbara. Mais à travers de celle-ci, Tony Duvert vise toutes les femmes qu'il réduit à leur seul rôle maternel. Une bonne femme qui nous tombe dessus et qui nous fait son numéro parce que son gosse n'est pas chez elle. Ne craignant pas la caricature, il s'obstine à dépeindre les femmes sous les jours les plus futiles. Il les crétinise à plaisir. On a souvent l'impression que l'adulte continue à poser ses rapports avec l'enfant en termes de paternité, et peut-être même de maternité, puisqu'il faut dérober à la mère plus que l'enfant lui-même. Nous dirions volontiers qu'il s'agit d'un texte sur le maternage vu du côté des hommes. Jonathan remplit son rôle de mère en jouant les pères nourriciers,
Pour lui, encore, la cuisine reste le lieu d'un investissement affectif. Là, on a une citation du livre. « Et j'ai pas faim, affirma-t-il l'instant d'après en épiant Jonathan. Ça fait rien, ça se mange froid. Quand tu es en colère, j'ai peur de toi, murmura Jonathan. Sa voix tremblait, il était prêt à pleurer. Il ne faut pas me faire peur, Serge, je n'ai pas la force. Non, je ne peux pas, je vais me coucher. Fin de la citation. En quelque sorte, l'itinéraire initiatique chez Tony Duvert, les questions de nourriture en sont symptômes, consiste à faire passer l'enfant des bras de sa mère réelle à ceux d'une mère symbolique. En effet, la mère de famille ne fait jamais ce qu'il faudrait, et seul un homme assurant à son modèle semble en être capable. Tony Duvert veut d'ailleurs nous en convaincre quand il décrit minutieusement les préparatifs pleins de sollicitude dans lesquels Jonathan se perd en attendant l'arrivée de Serge. On ne peut manquer de faire le rapprochement avec l'idée, qui revient constamment dans la tradition initiatique, d'un règne des mères mâles, sous les auspices duquel l'enfant renaît. Tandis que les pères sont, on sait trop pourquoi, passés sous silence, les pédérastes trouvent dans la mère leur principal rival. Ils lui sont liés par une jalousie féroce pour la jouissance des enfants. Les mères, toujours les mères, celles des 3 locomotives de Quand mourut Jonathan, mais aussi celle du journal d'un innocent. La famille de Pablos et de Francesco vit sous la puissance maternelle. Pour prendre un autre exemple, dans L'élève de Henry James, c'est Miss Maureen qui mène le jeu et le père, diplomate affairé, est assez insignifiant. On ne peut donc que souligner l'importance de cette rivalité, attestée d'ailleurs dans toutes les civilisations. Les hommes, incapables de procréer, font appel, pour conjurer ce triste sort, à des métaphores de la naissance, la couvade par exemple, ou à des rites qui privilégient, à l'encontre de la naissance physique, la naissance selon l'esprit. Les pédérastes reprennent à leur compte une mise en monde intellectualisée, semblable à celle d'Athéna, née de la tête de Zeus. En fait, à travers le rapt, le pédéraste dit à la femme qu'elle doit apprendre que l'homme a besoin de l'enfant, et l'enfant de l'homme, avec la même passion qu'est pour elle la violente jouissance de l'accouchement. La possibilité de la relation de l'homme à l'enfant doit faire ainsi la preuve que la femme n'est plus nécessaire, qu'elle est même néfaste. Elle doit assurer le monopole homosexuel, si bien que le motif de l'enlèvement n'est pas contemporain de la constitution de la famille capitaliste. Il ne cherche pas à rendre public ce qui était privé, mais il reconduit une fois encore le vieux partage du masculin et du féminin, où l'un ne cesse de s'approprier l'autre, de le réduire. C'est sans doute pourquoi les pédérastes sont fascinés par la société maghrébine, où l'homme règne sans partage, tandis que la femme est enfermée dans le silence. Bon. Il y a une note de l'éditeur là-dessus, qui dit « Le rapprochement avec la société maghrébine repose sur la mise en évidence de la dimension patriarcale de la pédophilie, loin que ce soit là une spécificité maghrébine. Il s'agit également d'une condamnation de la fétichisation du monde arabe par une certaine frange du mouvement de libération homosexuelle. » Donc là, on va lire quelques extraits du numéro 42 de la revue Clio, Femmes, Genre et Histoire, qui date de 2015 et qui s'appelait Âge et Sexualité. Le premier extrait sera dans l'article Histoire des normes sexuelles, l'emprise de l'âge et du genre. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire quelques paragraphes, quelques extraits. L'invention de l'âge. L'âge, tel que nous le connaissons, est héritier d'une innovation politique majeure, l'enregistrement de la date de naissance. Il se met en place en France entre le XVIe et le XVIIIe siècle dans le contexte des réformes religieuses, avec la progressive généralisation de l'inscription des nouveau-nés sur les registres paroissiaux, qui deviennent registres d'état civil en 1792. Longtemps, la date de naissance n'a pas été connue avec exactitude. De l'Antiquité au XVIIIe siècle coexistent plusieurs systèmes concurrents, souvent genrés, d'organisation et de catégorisation des périodes de la vie. Des systèmes médicaux, cosmologiques, philosophiques ou juridiques comme celui du législateur athénien Solon au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui situe les individus au sein d'une succession d'âges de la vie, au nombre de 7 pour les hommes et de 5 pour les femmes. Au Moyen-Âge, cette terminologie des âges de la vie dans le nombre, selon les traités, les auteurs et les époques, peut varier entre 3, 4, 6, 7, 10 ou 12, organise également l'expérience que les personnes se font du déroulement de leur existence, le sentiment populaire et commun de la vie. À côté de ces représentations dont certaines perdurent à l'époque contemporaine, se développe une mesure objective, continue et rigoureuse. La durée qui sépare chacun de sa date de naissance, déduite des registres, cette mesure devient l'instrument principal de l'identification des personnes. En France, l'un des premiers usages administratifs de l'âge civil sous l'Ancien Régime est la lutte contre les mariages clandestins, c'est-à-dire qui font fi de l'avis des parents. Cette lutte s'appuie sur la fixation d'un âge en dessous duquel l'accord parental est requis pour se marier, 25 ans pour les femmes et 30 ans pour les hommes. Il n'en demeure pas moins que même quand la tenue des registres s'améliore, les individus ne connaissent pas leur date de naissance et répondent généralement aux notaires ou aux autorités qu'ils ont tel âge ou environ. Progressivement, à partir de la Révolution française, l'âge devient une catégorie de gouvernement des populations, utilisée dans la rédaction des lois, dans les politiques publiques et dans l'ensemble des pratiques de gestion des personnes.
Cette biopolitique, selon l'expression de Michel Foucault, se manifeste autant à travers l'instauration des seuils d'âge pour voter et être élu, à partir de la Constitution de 1791, que par l'établissement d'une conscription obligatoire en France, avec la loi Jourdan en 1798, ou dans la loi de 1832, créant l'attentat à la pudeur sur les moins de 11 ans. Ces lois présupposent que l'âge est mesurable et facilement vérifiable. L'encadrement social des parcours chronologiques conduit à ce que l'âge s'individualise et s'intériorise sous forme d'une conscience d'âge de type nouveau, marquée par l'objectivité de l'âge civil, mais la débordant simultanément. Genre et organisation des âges. Au sein des études de genre, cette problématisation de la catégorie d'âge a commencé à renouveler, à partir de la fin des années 2000, les travaux sur les échanges économico-sexuels, la procréation, les masculinités ou la sexualité juvénile. De fait, alors que l'âge civil est en principe une catégorie juridique neutre du point de vue du sexe des personnes, l'évidence de la différence naturelle entre les sexes justifie dans bien des domaines, l'institution de normes d'âge sexuées qui, en retour, légitiment les différences de genre. Ainsi, si la législation de protection de l'enfance qui se développe en France au XIXe siècle ne fait pas de distinction selon les sexes des victimes, pas plus que la loi d'obligation scolaire de 6 à 13 ans, à partir de 1881, ne distingue le sexe des écoliers, le Code civil de 1804, quant à lui, définit l'âge nubile à 15 ans pour les femmes et à 18 ans pour les hommes. Longtemps justifiée par les discours médicaux sur la puberté précoce des jeunes filles, cette différence légale a contribué à naturaliser durablement l'écart d'âge dans la formation des couples. Cette différence ne sera abolie que très tardivement, par une loi du 4 avril 2006, alignant l'âge légal du mariage des femmes sur celui des hommes. Être bonne à marier ne signifiait pas pour autant accéder au statut d'adulte. L'assimilation des femmes mariées aux mineurs sur le plan civil a constitué un enjeu de mobilisation féministe tout au long de la Troisième République. Sans l'autorisation de leur mari, les femmes mariées ne pouvaient ni toucher un salaire jusqu'en 1907, ni ester et témoigner en justice jusqu'en 1938, ni travailler et gérer leurs biens propres jusqu'en 1965. Quant aux femmes célibataires, elles avaient certes accès à certains privilèges juridiques de l'adulte autonome, mais elles demeuraient dans l'espace social des filles, puis des vieilles filles, interpellées jusqu'à la fin de leur vie comme mademoiselles. Car c'est le mariage qui transformait les filles en femmes, comme la conscription, côté masculin, transformait les garçons en hommes. Ceux-ci, en étant déclarés à 20 ans, bons pour le service, devenaient également bons pour les filles. En d'autres termes, au fur et à mesure du développement de la régulation biopolitique par l'âge civil, le genre, comme système de différenciation et de hiérarchisation des deux sexes, se structure et se reproduit à travers des inégalités dans l'accès au seuil d'âge socialement défini. De la gestion morale des âges au gouvernement par l'âge. Avant comme après l'enregistrement de la date de naissance, il existe des formes de gestion morale des âges, passant par les représentations, les savoirs et l'organisation de la famille et de la parenté. Qu'a-t-on la possibilité, le droit et le devoir de faire à chaque âge, selon son sexe et sa position dans la parenté? À l'époque contemporaine, une nouvelle pratique de gouvernement se greffe sur ce classement social et moral des âges, à travers des lois, des savoirs et des politiques qui ordonnent et prescrivent les rapports et affects entre générations. Ce passage d'une gestion morale de l'âge à une pratique de gouvernement, adossée à des savoirs, est analogue au processus que décrit Michel Foucault dans La volonté de savoir, relatif à la mise en place d'un dispositif de sexualité à partir d'un dispositif d'alliance. Le dispositif d'alliance reposait sur un contrôle social et moral visant la reproduction des relations. Ainsi, dans la pratique ancienne de la pénitence, on se posait seulement la question de la licéité des relations et des pratiques, à travers celle du commerce permis ou défendu. Le dispositif de sexualité qui se greffe progressivement sur le dispositif d'alliance élargit et approfondit le gouvernement des corps. Les préoccupations sur la nature du désir et du plaisir, sur les sensations du corps et sur les formes du consentement conduisent à la régulation des naissances, à l'anticipation affective de la famille et à la médicalisation de la sexualité. Âge et sexualité sont ainsi devenus deux outils de cette administration contemporaine des populations, tant au plan du gouvernement que des savoirs, médecine, sciences de la sexualité, statistiques des populations. Enfance, jeunesse et interdits sexuels. Si l'apparition de l'enregistrement de la date de naissance représente une incontestable césure historique, l'apparition entre gestion des âges de la vie et régulation du genre et de la sexualité se développe, à différentes époques, bien avant cette césure. Bien que cette problématique ait des accents très contemporains, qu'atteste l'usage du terme de sexualité, elle permet d'interroger des époques dans lesquelles la catégorie contemporaine de sexualité n'était pas présente. La question de l'interdit sexuel mérite par exemple d'être abordée en relation avec l'âge et le genre. Didier Lett montre que, dans la Bologne du XVe siècle, les violences sexuelles sur l'enfant, objet déjà bien constitué en droit, reçoivent d'emblée une interprétation en fonction du sexe de la victime. Le langage juridique distingue les viols sur petites filles de l'acte sodomite sur jeunes garçons, le second traduisant des influences nettement plus diaboliques. Pour la période contemporaine, Jean Bérard et Nicolas Sallet décrivent comment la question de la majorité sexuelle, dont
dont une histoire dont la longue durée reste à écrire, a été politisée dans les années 70 en France et au Québec sous l'impulsion des mouvements homosexuels masculins. L'existence d'un âge de majorité sexuelle plus élevé pour les homosexuels, 21 ans contre 18 ans, donne lieu à une protestation des mouvements gays, qui est largement associée au cours de cette décennie à la revendication d'une liberté sexuelle par et pour les mineurs et à la mise en cause de la notion même de majorité sexuelle. Il s'agit d'une conjoncture exceptionnelle car dès le tournant des années 80, si la discrimination juridique à l'égard des personnes homosexuelles disparaît en matière d'âge, le principe d'une majorité sexuelle est réaffirmé, quelle que soit l'orientation sexuelle. Simultanément, le viol est redéfini et la minorité des victimes devient même une circonstance aggravante. L'article décrit l'aboutissement d'une évolution de longue durée dont rend compte Anne-Claude Ambroise Rendu dans son ouvrage « Histoire de la pédophilie ». Les mobilisations de la société et les politiques publiques relatives à la jeunesse et aux enjeux de genre et de sexualité sont souvent marquées par une anxiété morale, accompagnée d'une rhétorique de l'urgence. L'article d'Ophélie Rillon sur les dispositifs d'encadrement de la sexualité juvénile dans les écoles secondaires maliennes au cours des années 60 montre comment au Mali, l'émergence d'un groupe social de jeunes femmes, les lycéennes, qui ont dépassé l'âge habituel du mariage, cristallise les fantasmes sociaux autour d'une sexualité débridée, de leur part, qui remettait en cause l'ordre de genre. Deux politiques se succèdent. À une tentative de contrôle répressif de la sexualité se substitue, après 1968, un dispositif d'encadrement sanitaire et éducatif, apparemment plus moderne, mais pas moins genré. C'est aux jeunes filles de réguler leur sexualité et celle de leurs partenaires. Cette évolution vers des politiques de santé sexuelle et reproductive qui ciblent spécifiquement les jeunes filles, censées être naturellement plus responsables que les hommes, plus concernées par la procréation et gardiennes potentielles de la morale sexuelle, se retrouvent dans de nombreux pays. Les âges limites de l'hétérosexualité. Si la sexualité des mineurs est organisée selon le genre, qu'en est-il de la sexualité de celles et ceux qui sont catégorisés comme vieux? Une série de travaux féministes, inaugurée notamment par l'article de Suzanne Sontag sur le double standard du vieillissement paru en 1972, s'est intéressée à une forme durable d'inégalité entre les sexes. Les hommes sont plus longtemps que les femmes considérés comme légitimes à participer aux rencontres et échanges sexuels, érotiques et conjugaux. Cette asymétrie peut être objectivée, à différentes époques, par la régularité de l'écart d'âge dans la formation des couples hétérosexuels, selon le modèle homme aimé, femme cadette, et la proportion de femmes sans conjoint ni partenaire qui croît avec l'avancée en âge. C'est dans la lignée de ces analyses que Marie Bergstrom recourt aux études sur le genre et la sexualité pour décrire et comprendre les mécaniques de reproduction de l'exclusion des femmes vieillissantes hétérosexuelles dans les rencontres érotiques, amoureuses et conjugales au cours des années 2000. À partir d'une étude des usagers du site de rencontres en ligne Mythique, elle montre comment les écarts d'âge dans les couples hétérosexuels et son amplitude, loin de correspondre à une norme universelle de l'homme plus âgé dans le couple, que partageraient femmes et hommes, représentent plutôt, pour chaque tranche d'âge, le résultat d'interactions complexes. Les préférences d'âge exprimées par les usagers dans leur profil et ce qu'ils en disent dans les entretiens montrent que l'écart d'âge moyen masque des aspirations désajustées des femmes et des hommes, qui se transforment avec l'âge. Aux âges jeunes se confrontent des préférences marquées des femmes pour des hommes un peu plus âgés et une certaine indifférence des hommes jeunes à l'âge des femmes, une asymétrie qui doit être mise en relation avec l'ensemble des différences genrées qui organisent dès l'enfance le déroulement des parcours de vie. En prenant de l'âge, femmes et hommes se mettent à exprimer des aspirations pour des partenaires plus jeunes. Mais l'emprise croissante, avec l'avancée en âge des préférences masculines, tend à exclure les femmes du marché des rencontres lorsqu'elles vieillissent. Une autre voie pour aborder les mécanismes de dépréciation sexuelle des femmes vieillissantes consiste à analyser l'histoire des systèmes de représentation, qui contribuent à légitimer et naturaliser cette asymétrie entre les sexes. Ainsi, des mises en récit pictural des âges de la femme dans l'Europe de la Renaissance, analysées dans ce dossier par Lynn Botello. L'étude qu'elle propose du tableau Les âges de la vie avec la mort du peintre allemand Hans Baldung montre comment, au début de l'époque moderne, l'identification de la féminité à la fécondité disqualifie les prétentions sexuelles des femmes qui ne sont plus capables de procréer, ce qui ne signifie pas pour autant leur perte de tout pouvoir. On leur prête au contraire, tout comme aux femmes fécondes et de corruption de la vertu de ces dernières. À travers l'analyse de la fontaine de jouvence du peintre allemand Lucas Cranach l'Ancien, contemporain de Baldung, c'est plutôt la symétrie du vieillissement sexuel féminin et masculin qu'analyse Christiane Klapisch-Zeber, tandis que des vieilles femmes décrépites entrent dans l'eau régénératrice, aucun des hommes de la scène ne tente la magique baignade. Dotés d'une jeunesse éternelle à condition d'avoir pour campagne un tendron, c'est l'amour qui les rajeunit. Cette différenciation se poursuit et se recompose en partie dans la littérature médicale spécialisée qui, au tournant des 18e et 19e siècles, va s'éloigner d'une classification scientifique ancienne des catégories d'âge, perçue comme arbitraire, pour définir la cessation des règles comme seuil d'entrée des femmes dans la vieillesse, même si le nouveau terme de ménopause ne s'impose que lentement. Comme le montre Christine Terré dans ce dossier, si le retour d'âge aux yeux des médecins de l'époque n'épargne pas les hommes, ce retour, défini comme plus tardif, est également moins pathologisé. Dans cette redéfinition, qui distingue femmes et hommes, on retrouve l'évolution décrite par Thomas Laqueur, qui mène vers
un modèle à deux sexes anatomiques radicalement différents. Les liens entre capacité procréatrice et appartenance à la catégorie femme d'une part, et tant de la procréation et tant de la sexualité d'autre part, ont été peu à peu mis en question par les mouvements féministes du XXe siècle. Ces derniers ont revendiqué la liberté des femmes à ne pas être réduites à leur rôle maternel, en demandant que leur soit reconnu à la fois le droit de s'engager dans des carrières professionnelles au même titre que les hommes, et le droit de contrôler leur fécondité, via l'avortement et la contraception. Ces luttes ont contribué indirectement à transformer le statut des femmes ménopausées au tournant du XXe et XXIe siècle. En France, les femmes de plus de 50 ans des années 2000, qui ont été plus nombreuses que celles des générations antérieures à travailler jusqu'à l'âge de la retraite, ont également pu avoir plus facilement des rapports sexuels non procréatifs grâce à la contraception et l'avortement. Cette vie sexuelle tend à se poursuivre après 50 ans pour les femmes en couple. Ce n'était pas le cas des femmes mariées de plus de 50 ans des années 70. Ce changement historique n'est pas tout à fait ignoré des représentations que les sociétés contemporaines donnent d'elles-mêmes, notamment à travers les films de fiction, mais il est minoré. Comme le montre Mathieu Arbogast, à partir d'un corpus constitué par l'ensemble des saisons de 36 séries télévisées, les personnages féminins de plus de 50 ans dont on suggère une vie sexuelle apparaissent au cours des années 2000. Cependant, ces quinquagénaires demeurent bien marginales par rapport aux personnages masculins de même âge, généralement en couple avec des femmes beaucoup plus jeunes. Au point que les fictions étudiées, souligne Arbogast, loin de se contenter de refléter les inégalités de genre en la matière, tendent à les représenter de façon exacerbée. Dans les médias de masse des années 2000, tout comme dans le cinéma d'auteur, donner à voir comme séduisante une femme qui, à l'instar d'hommes de son âge, ne cacherait pas les signes apparents de son vieillissement, rides, cheveux blancs, et ou qui aurait une relation amoureuse ou sexuelle avec un partenaire bien plus jeune, demeure une démarche narrative et esthétique hétérodoxe. Si les femmes sont considérées avant les hommes comme vieilles, sous l'angle de leur désirabilité sexuelle et sociale, cette différence temporelle entre les sexes ne signifie pas pour autant que l'avancée en âge n'a aucun effet sur la valeur sociale et sexuelle des hommes. Les différentes formes de déprise sexuelle n'interviennent généralement pas pour les deux sexes au même moment du parcours de vie, mais les hommes n'en sont pas pour autant épargnés. La moquerie envers le vieillard, impuissant, est un motif qui traverse l'histoire de la comédie et de la littérature à différentes époques. Mais c'est dans la littérature contemporaine que se sont développés des récits de l'expérience subjective du vieillissement sexuel au masculin. Quant au questionnement sociologique sur ce que le vieillissement fait à la virilité, en particulier en matière de sexualité, il a également commencé à donner lieu à des enquêtes depuis les années 2000. L'un des effets de ces travaux est de donner à comprendre la normalité masculine et la normalité sexuelle par leur marge, en se focalisant sur des étapes du parcours de vie qui peuvent conduire les hommes à une redéfinition de leur sexualité et de leur appartenance de genre. Les différences d'âge entre partenaires de même sexe. Les différences d'âge dans les relations entre partenaires de même sexe sont une réalité présente à toutes les époques, avant que ces relations aient été catégorisées comme homosexuelles. S'interprètent-elles dans les mêmes termes que les écarts d'âge entre partenaires hétérosexuels? Dans les relations sexuelles et amoureuses qui s'établissent en Grèce archaïque, société d'avant la sexualité, selon l'expression de David Alperin, John Winkler et Froma Zeitlin, la symétrie d'âge est centrale. Comme le montrent Sandra Boerringer et Stefano Cacciagli. Dans ce dossier, l'amour se définit en Grèce archaïque comme une relation entre un aimé, quel que soit son sexe, appartenant à la catégorie des jeunes, l'âge des amours, et un poursuivant, un amoureux, un éraste, nécessairement plus âgé. Contrairement à ce qui a été souvent écrit sur l'éros grec, la relation poursuivant-poursuivi n'est ni principalement pédagogique, ni fondée sur la contrainte. Même si la relation est inégalitaire, le poursuivant cherche toujours à convaincre l'aimé. Une réciprocité amoureuse est recherchée, mais entre partenaires structurellement inégaux. Ce modèle de la poursuite amoureuse est présent tant dans les relations amoureuses entre femmes que dans les relations entre hommes. Le modèle érotique décrit par Sandra Boerringer et Stefano Cacciagli peut-il aider à interroger les logiques sociales de relations homo-érotiques dans des sociétés dont nous sommes contemporains? L'écart d'âge comme caractéristique sociale, significative des couples de même sexe au XXIe siècle, est encore peu étudié en sociologie. En France, en 2014, l'écart d'âge est sensiblement plus élevé dans les mariages homosexuels, 7,4 ans pour les hommes et 5,1 ans pour les femmes, que dans les mariages hétérosexuels de la même année, 2,6 ans. Dans un tout autre... j'ai zoomé, c'était vraiment pas bien. Dans un tout autre espace social, le travail ethnographique sur l'amour vieux jeune, Lao Shaolian, en Chine post-maoïste de Lucas Monteil, révèle l'existence dans des quartiers populaires et périphériques des grandes villes chinoises d'une sous-culture de relations entre hommes structurée par une importante différence d'âge, qui ne se réfère pas aux catégories occidentales d'homosexualité. Les échanges entre jeunes travailleurs migrants en situation précaire et hommes mûrs ou âgés locaux, parfois retraités désireux de les aider, s'inscrivent dans une économie de biens et d'affect, et une sociabilité masculine populaire. L'initiative revient aux partenaires âgés, mais les jeunes n'en sont pas contraints.
Dans les relations érotiques entre hommes, le fait d'occuper le rôle d'aîné ou de cadet n'est pas, par définition, articulé à une différence de sexe. Contrairement aux relations hétérosexuelles dans laquelle une femme n'est qu'exceptionnellement plus âgée que son partenaire, la possibilité d'une mobilité des rôles d'âge pour un même individu au fil de sa carrière homosexuelle pourrait sembler dès lors plus ouverte. Cependant, l'enquête de Lucas Monteil montre que la possibilité de jouer le rôle d'aîné est étroitement dépendante des ressources statutaires des hommes étudiés, les hommes âgés en situation précaire ne disposant pas de la même valeur érotique. Les âges de la sexualité, un enjeu de mobilisation politique. Catégorie de mesure et de classement, l'âge organise, regroupe et distingue, créant des asymétries et des hiérarchies. En s'articulant à d'autres rapports sociaux, il contribue à les étayer, le genre au premier chef. Ainsi, transformer les femmes en cadettes dans le couple et même les penser comme telles en dehors du couple, en les considérant dans les systèmes de parenté comme des petites sœurs, même quand elles sont les aînées, renforce l'ordre de genre. Lorsqu'il devient catégorie de gouvernement, l'âge peut être utilisé pour figer les inégalités de genre et de sexualité, par exemple en réprimant l'homosexualité par référence à l'âge. Cependant, au cours des 2 derniers siècles, la demande de régulation politique et juridique par des seuils d'âge et des limites d'âge a été également un instrument de lutte contre les rapports de domination. Ce fut le cas par exemple lorsqu'il s'est agi de permettre aux enfants des classes populaires de ne pas être exploités en usine ou aux personnes les plus âgées de toucher un revenu minimum. Au cours des années 80, la Constitution comme problème public des abus sexuels sur mineurs est énoncée par les féministes comme un enjeu de lutte contre la domination masculine et patriarcale. En France, en Grande-Bretagne ou en Belgique, l'ouverture de lieux ou de lignes téléphoniques pour les femmes ayant subi des violences sexuelles a contribué à révéler aux associations l'ampleur des violences sexuelles commises par des hommes sur des mineurs, dans le cadre de relations intrafamiliales. Pourtant, à la fin des années 80, cette problématisation féministe régresse et la place de l'inceste dans les violences sexuelles sur mineurs tend à disparaître du débat public, détrônée par la figure médiatique du pédophile extrafamilial. Cette figure jette le soupçon sur les rares hommes adultes travaillant dans les métiers de la petite enfance et de l'encadrement de la jeunesse, au même moment où les féministes voudraient favoriser une plus grande mixité de ces activités assignées traditionnellement aux femmes. Entre 2013 et 2015, les attaques dans plusieurs pays européens contre la théorie du genre par des groupes catholiques conservateurs qui, en France, mettent en cause une expérience de lutte contre les stéréotypes de sexe à l'école primaire, les ABCD de l'égalité, sont un exemple de la recomposition des mobilisations morales, pas rurales. Rassemblant les thèmes de la protection de l'enfance, du rejet de l'homosexualité et de la défense de la complémentarité des sexes, ces mobilisations s'en prennent à l'idée d'égalité des sexes et des sexualités perçues comme une menace d'indifférenciation. Argumenter au nom de la protection des mineurs et de l'intérêt de l'enfant devient une façon audible et acceptable, dans un contexte de généralisation de la norme, d'égalité des sexes et des sexualités, de défendre des positions traditionnalistes en matière de genre et de hiérarchie des sexualités. Ces 2 exemples de mobilisation à front renversé, celle des féministes des années 80 contre les violences sexuelles sur mineurs, celle des conservateurs antiféministes contre la théorie du genre et les menaces qu'elle ferait peser sur l'avenir sexuel des enfants, révèlent ainsi à quel point la définition des normes sexuelles en relation avec les normes d'âge et des rapports de genre n'a pas de signification répressive ou émancipatrice intrinsèque. C'est l'histoire de ces définitions concurrentes, de ce qui est autorisé, possible et légitime à chaque âge en matière de pratique et de savoir sur la sexualité qu'explore ce dossier de Clio en l'articulant à l'histoire des rapports de genre qui organisent à chaque époque la temporalité des parcours de vie. Donc maintenant à propos du texte... Maintenant à propos de la question de la naturalité, je vais lire un extrait d'un texte de Marguerin Le Bouvier, qui est donc les lois fondamentales de la biologie, qu'il avait écrit en 2017, et qui est aussi présent dans les anthologies douteuses. Et donc là, on va lire un extrait du texte qui paraît à la fin. Tout ceci, les lieux, les affinités, les transformations sociales, les représentations, les psychotropes, les nécessités, les hasards et les opportunités, la quête du plaisir immédiat et la joie d'être en vie, tout cela forme la trame de nos sexualités humaines. Ces trajectoires désirantes n'ont pas d'orientation, elles sont aveugles, multidirectionnelles, ce sont des engins fous qui se foutent bien du sens de la circulation. Elles n'existent que dans leur réalisation, dans la gratuité d'espace qu'elles procurent. On aura beau chercher des origines hormonales, génétiques, psychanalytiques, astrologiques ou énergétiques à l'homosexualité, l'idée qu'elle serait innée, naturelle, est une idée fasciste et doit être combattue comme telle, en tant que telle, pardon. Fasciste d'une part, parce que chercher la cause, c'est chercher le remède, et toutes les études qui s'acharnent à démontrer que l'homosexualité serait naturelle, l'ont fait, volontairement ou non, dans un objectif thérapeutique. Or, on ne guérit pas de l'homosexualité, pas plus qu'on ne guérit de l'anarchisme, d'avoir de la dynamite dans les veines, c'est un torrent qui inonde toute chose,
qui submerge tous les mondes, on peut à la rigueur en ralentir les effets, mais on ne fera que retarder l'inévitable, la libération de toutes et tous. Fasciste d'autre part, parce qu'elle entérine la différence imaginaire et dramatique entre les individus homo et hétéros, différence érigée en fait naturel incommensurable, étanche, dans lequel les choix individuels et collectifs sont évacués. Remettre le choix de l'homosexualité au cœur de nos politiques, c'est réaffirmer notre antidéterminisme social et notre objectif de transformation radicale des mondes. Dans cette perspective, l'idée d'orientation sexuelle ne suffit plus, pire, elle emmure nos désirs et nos pratiques sexuelles dans des cages. Pour s'en défaire, il faudra produire des textes, récolter des paroles sur les vies queer, mais comprises dans leur développement, avec les accidents et les bifurcations que cela suppose. Les PD qui à 40 ou 50 ans se mettent avec des meufs, et ils sont nombreux, dérangent, parce que leur trajectoire échappe au radar de la différence homo-hétéro. C'est parce que leur existence remue la mer de déterministes qu'il faut les faire parler, eux et toutes les homosexualités non gays, et les hétérosexualités PD en général. Il faudra documenter, mettre en forme, produire des brochures et des reportages en masse. Document vos soirées, minute par minute, vos gens, vos potes, ce que vous avez fait en before puis en after, qui vous avez rencontré et avec qui vous avez baisé, et dans quelles conditions. Expliquer pourquoi la fête vous a convoqué, pourquoi ça vous démange, dire les drogues, leurs formes, et tous leurs effets, et dire tous vos besoins, tous vos plaisirs. Lister la musique qui passait, soyez exact, c'est important. Nos histoires vraies seront de la littérature, Dorothy Allison. Pour finir, abattez tous les cons qui grimpent sur des grues pour réclamer leurs gosses, tous les pick-up artistes et tous les chefs. Ce sont des fascistes et leur paranoïa délirante n'a d'égal que leur haine absolue des femmes. Fin de la blague. On va donc lire l'extrait du livre que j'ai dit, et donc qui s'appelle « Les règles morales et l'homosexuel ». Une telle acceptation de l'homophile n'implique en aucune façon que l'Église doive abandonner son devoir, divinement révélé, de promouvoir les idéaux moraux dans le domaine du comportement sexuel. Elle doit au contraire continuer à développer l'idéal moral de l'usage de la sexualité dans une perspective véritablement humaine. Elle ne doit pas cependant persister à confondre cet idéal avec une vue purement formelle de l'hétérosexualité comme concept. Ainsi que le fait remarquer Thielke, donc citation, le problème moral premier dans les relations sexuelles n'est pas celui de relations dans le mariage ou en dehors, ni celui de relations hétérosexuelles ou homosexuelles. Le problème est celui d'une sexualité qui peut être soit pulsion dépersonnalisante, soit accomplissement de la relation humaine. La question importante serait donc de savoir s'il est ou non possible pour l'homosexuel d'aboutir à une relation pleinement responsable. Fin de la citation. Ce sont les mêmes règles morales qu'il faudrait appliquer aussi bien aux véritables homosexuels qu'à l'hétérosexuel en ce qui concerne leurs activités sexuelles. Ce qui est incontestablement condamnable, c'est toute activité sexuelle qui implique l'exploitation d'une autre personne. Voici comment cela est formulé dans une étude Quaker. Donc, citation. Il est une notion morale du mal qui s'applique aussi bien aux relations homosexuelles et hétérosexuelles qu'aux relations à l'intérieur et en dehors du mariage. Elle condamne et considère comme fondamentalement immorale toute relation qui, pour autant que l'on puisse humainement en juger, n'est pas le fruit d'un consentement mutuel. Elle condamne la séduction et même la persuasion, ainsi que tout acte sexuel où, à cause de différences d'âge, d'intelligence ou d'émotivité individuelle, l'acte ne peut être le fait d'une responsabilité partagée. Sur le plan positif, la volonté de Dieu quant à la sexualité humaine est celle de l'état idéal, où l'activité sexuelle est entièrement dominée et consacrée par l'amour et le dévouement réciproque. Un tel idéal est rarement atteint, même pour les relations hétérosexuelles à l'intérieur du mariage. L'égoïsme n'est jamais totalement absent des relations hétérosexuelles. Cependant, la présence inévitable de ce facteur dans la relation sexuelle n'amène pas l'Église à la condamner, et à conseiller aux couples mariés de la refuser comme un péché. Leur relation sexuelle peut être justifiée pour autant qu'elle contribue au développement d'une relation enrichissante, basée sur l'amour réciproque. Du point de vue moral cependant, il existe un problème supplémentaire concernant le développement sexuel de l'individu. La plupart des moralistes rejettent l'idée d'une culpabilité morale dans la situation homosexuelle, puisqu'ils supposent que l'homosexualité est le résultat d'un processus totalement inconscient et qui échappe par conséquent au libre contrôle de l'individu. Je tends volontiers à rejoindre ces vues. Les homosexuels paraissent, pour la plupart, faire l'expérience de leur homosexualité comme d'un état donné sur lequel leur conscience volante n'a que peu ou pas de contrôle. Cependant, même si une certaine liberté et un élément conscient de choix personnel entraient dans l'orientation sexuelle de l'individu, jusqu'à quel point ce dernier serait-il moralement libre d'opter pour une orientation homosexuelle? Michael Buckley et d'autres traditionalistes croient qu'il y a une part de liberté et de choix dans l'orientation sexuelle de la plupart des homosexuels. Selon eux, pour autant que la liberté et la détermination de l'homme peuvent atteindre et influencer le développement sexuel, l'individu est moralement obligé de choisir l'hétérosexualité.
Certains modernes rétorqueraient au contraire que si la liberté joue un rôle dans l'identification sexuelle, l'idéal est non pas de choisir entre homosexualité et ou, pas et, mais ou, hétérosexualité, mais de rester potentiellement bisexuel, afin d'éviter toutes les restrictions qu'imposerait nécessairement un tel choix. Et on va s'arrêter là. Si j'y arrive. Ok, donc on va lire un nouvel extrait d'un nouveau livre qui s'appelle donc La police de mœurs, malaise dans la morale sexuelle de Alain Brossat et Alain Naz. Et nous allons lire un extrait qui fait partie du chapitre 6, Chronique des nouveaux hommes infâmes. Et c'est la partie de la distinction entre le bon pédophile et le mauvais pédophile. Allez. Évidemment, il n'est pas possible d'éviter la question du tourisme sexuel de Matzneff, en particulier aux Philippines, avec de jeunes garçons. À cet égard, à l'instar de Flaubert à propos de Madame Bovary, il eût pu énoncer « Raskolnikov, c'est moi ». On trouve en effet chez Matzneff nombre de points communs avec ce personnage de Crime et Châtiment. La nature de qui commet l'acte semble en effet chez lui déterminer la nature de l'acte. On sait que Raskolnikov avait, étudiant, écrit un article constituant une forme de théorisation relative à l'idée qu'une sorte d'élite humaine serait justifiée à commettre des crimes, ou plutôt à réaliser des actes qui, pour le commun des mortels, passeraient pour des crimes. La grandeur de l'homme effectuant l'action, le grand homme chez Hegel, c'était entre parenthèses, aurait pour effet de rendre possible une non-obéissance à la loi capable de dépasser toute forme de condamnation morale. La grandeur de l'acteur rehausserait l'acte lui-même. Le modèle de Raskolnikov, en l'occurrence, était Napoléon. Ce qui pourrait être considéré comme des crimes, objectivement, tendrait à se muer en grande action, en action valeureuse, pour autant qu'elle émane d'un individu relevant d'une certaine élite. De ce point de vue, chez Matzneff, un dispositif argumentatif du même type fonctionne à propos de ce que l'on nomme le tourisme sexuel. Et cette position s'enracine dans une distinction originaire entre tourisme de masse et loisirs élitaires. Sur ce point, il est utile de s'arrêter sur quelques propositions particulièrement significatives énoncées par Gabriel Matzneff. Début de la citation, tenez-vous bien. Le quartier élégant de Marrakech se nomme l'hivernage. Les immeubles y poussent comme des champignons après l'orage. Donc, entre crochets, il enregistre ces changements en 2005 en comparant la ville à son souvenir de ce qu'était le Maroc en 1968, date de sa première venue dans ce pays. Fin de la note de l'auteur. Quel contraste entre ces richesses investies et la pauvreté de la population indigène. Pour ne rien dire, des répugnants troupeaux de touristes européens, moches, vulgaires, sans gêne, à moitié à poil, sur lesquels la population musulmane jette un regard tantôt amusé, tantôt hostile, toujours méprisant. Le tourisme de masse est une des abjections de la vie moderne. Fin de la citation. Dans un article de 2008 pour la revue Éléments d'Alain Benoît, Matzneff décrit son arrivée à Alger, jadis par bateau. Début de citation. C'était il y a longtemps. Le tourisme de masse ne souillait pas les rives de la Méditerranée. Les lieux sacrés de Grèce, d'Italie, d'Égypte, du Maghreb n'étaient pas envahis par d'abjects groupes de connards en marcel et en short, de poufias à moitié à poil qui s'étonnent qu'on ne leur permette pas d'entrer dans les églises et les mosquées, d'ahuris débraillés qui saucissonnent parmi les ruines des temples du paganisme. Fin de la citation. Et, au-delà du tourisme de masse, c'est la manière de se comporter des catégories les plus populaires et ou les moins dotées en capital culturel qui attise le dégoût de classe de Gabriel Matzneff. On va le voir à travers deux extraits de courrier électronique envoyés à Alain de Benoît. Citation à nouveau. Dans un autre courrier... Oui. Donc citation. Cela faisait des années que je n'avais pas été au cinéma un samedi soir et des années que je n'avais pas un samedi soir mis les pieds aux Champs-Élysées. Tu ne peux pas t'imaginer la dégueulasserie, la bêtise, la laideur, la vulgarité du vomi humain que nous avons dû fendre pour arriver jusqu'au Balzac. Des connards en famille, de la grand-mère au bébé en poussette, des connards en bande, des déchets d'humanité sortis en selle d'eau, et tout cela formant une foule compacte. Un flux ininterrompu d'abrutis bruyants sans gêne, vilains comme des singes. Fin de citation. Dans un autre courrier électronique envoyé au même Alain de Benoît, Matzneff se désole de la fermeture de la piscine d'Héligny où il avait ses habitudes. Citation. Quant à la nouvelle piscine sur la Seine située au bas de la bibliothèque François Mitterrand, je ne suis pas encore allé et je pense que je n'irai pas, tant je suis certain qu'elle est à Déligny ce que les œufs de lampe sont au caviar, le Coca-Cola au Clos Vougeot. En outre, j'imagine les débiles manteaux et la racaille qui s'y pressent. Merci très peu pour moi. Fin de citation. C'est vraiment un connard, hein. C'est... Ouais. On perçoit dans ces passages de manière évidente la dimension aristocratique dont Matzneff envisage le monde. Cette haine de la plèbe, au fond, s'enracinerait dans l'idée que le peuple, dans le sens du populaire, ne saurait goûter la beauté, l'art, et n'aurait même aucun art de vivre au point de gâcher le monde pour ceux qui seraient aptes à le goûter.
Bref, la plèbe gâcherait le paysage. Mais ce qui est important ici, c'est d'envisager comment se révèle un continuum chez Matzneff entre tourisme sexuel, un avatar du tourisme de masse, et rencontres aventureuses fussent-elles tarifées, avec de jeunes garçons philippins réservés à ceux qui savent apprécier la beauté, et échapperaient ainsi au caractère sordide du tourisme sexuel. Il y a une note de bas de page qui dit « L'usage que fait Matzneff du mot philopède, de préférence à celui de pédophile, trace en quelque sorte une ligne de partage entre deux formes de sexualité avec des mineurs, l'une qui serait celle de supposée élite et l'autre qui concernerait la plèbe. » Donc, on retrouve ici l'esprit élitiste de l'article rédigé par Raskolnikov. Un meurtre, un crime ne sont sordides qu'à la condition que le transgresseur soit mu par des motifs bas, quand le sens de l'acte s'inverserait, lorsque le même acte serait accompagné de motifs élevés, métaphysiques et ou esthétiques. Cet état de fait est peut-être indiqué de la manière la plus nette, bien qu'en creux, dans le cadre d'une interview accordée par Gabriel Matzneff à la RTBF en 1993 au siège des éditions Gallimard. Nous retranscrivons ici en partie ces paroles. Citation, encore une fois, accrochez-vous. Moi, ce qui me frappe dans ce tourisme sexuel, dans ces gens qui vont en Thaïlande, c'est l'extraordinaire vulgarité de tout ça. Et quand je vous disais qu'en général les pédophiles sont des gens médiocres, je pensais à cette extraordinaire vulgarité. Non seulement de leur comportement, mais aussi de leur âme, en fait. Il y a une espèce de vulgarité à la fois morale et vestimentaire, une façon de se tenir qui est odieuse. Mais moi, je serai le gouvernement thaïlandais, je serai le roi de Thaïlande. Je vous assure que je prendrai les mesures les plus drastiques, mais je ne suis pas le roi de Thaïlande. Fin de la citation. Le journaliste en vient alors à poser à l'écrivain une question fort pertinente. Citation, mais lorsque vous vous êtes rendu aux Philippines par exemple, vous avez aussi rencontré des jeunes Philippins, et vous avez aussi vécu des relations avec ces jeunes Philippins, des relations que vous avez parfois payées, rétribuées. Comment faites-vous la distinction? Comment pourriez-vous expliquer cette différence? Fin de la citation. S'ensuit un long silence de la part de Matzneff, qu'il cherche à rompre sans y parvenir, et il revient à son silence. Deux choses l'une. Soit Matzneff n'ose pas assumer ses positions aristocratiques, qui feraient de lui, parce qu'il sait apprécier la beauté, un être dont les actes ne pourraient se comparer à ceux qu'il considère comme des beaufs, soit il s'aperçoit de l'indistinction entre la pédophilie sordide dont il vient de parler et celle qu'il pratique lui-même. Ses yeux dans le vague et son silence militeraient peut-être pour cette dernière éventualité. En ce cas, son air hagard et son manque de répartie pourraient bien être le signe du fait que sa construction théorique s'écroule, y compris pour lui. Le rapprochement avec Raskolnikov s'imposerait alors encore une fois, l'objectivité de l'acte finit par s'imposer au criminel, et Raskolnikov n'arrive plus à savoir en quoi son acte meurtrier d'une vieille usurière, et de sa sœur du fait de sa maladresse, il n'avait même pas fermé la porte à clé, est susceptible de se distinguer du même acte commis pour des motifs crapuleux. Le caractère sordide de son acte lui saute alors aux yeux, et son habillage théorique lui apparaît pour ce qu'il est, un simple maquillage, une duperie. Par ailleurs, Raskolnikov cherche à s'assurer le plus possible de son impunité, même si son manque d'habitude le conduit à multiplier les imprudences. Et c'est aussi ce qu'on retrouve chez Matzneff. Il n'y aurait donc même pas dans de tels actes, le courage consistant à prendre des risques. Citation. Certes, à Paris aussi, on peut s'envoyer des fillettes ou des garçonnets, mais c'est difficile et dangereux. Au lieu qu'ici, donc Matzneff parle alors du Maroc, tout est tellement plus simple. Fin de la citation. La bassesse de l'acte était donc inscrite en filigrane, malgré les justifications théorico-historio-esthétiques que l'auteur pouvait avancer afin de s'illusionner. De ce point de vue, même s'il cherche à minimiser les risques, Raskolnikov court un danger plus grand, il peut se faire condamner pour son acte et ne peut se reposer sur une impunité, pour ainsi dire assurée, comme celle de Matzneff aux Philippines. Ce n'est que très récemment, et d'une manière en quelque sorte contrainte, il avait préféré ce qui se comprend s'exiler en Italie plutôt que de subir sans cesse les effets de cette chasse à l'homme engagée contre lui depuis la parution du livre de Vanessa Springora, qu'il reconnaîtra ses torts en matière de tourisme sexuel. Citation. Un touriste, un étranger, ne doit pas se comporter comme ça. On doit, adulte, détourner la tête, résister à la tentation. Naturellement, je regrette, de même que si je fais quelque chose qui n'est pas bien, je le regrette, dit-il. À l'époque, fait-il toutefois valoir, on parlait de détournement de mineur, d'incitation du mineur à la débauche, d'atteinte à la pudeur, mais jamais personne ne parlait de crime. Fin de la citation. Et d'ajouter, citation à nouveau, c'était il y a plus de 40 ans, vous étiez là comme voyageur et vous aviez des garçons et des filles jeunes qui vous draguaient et vous sautaient dessus sous l'œil bienveillant de la police. Fin de citation. Les regrets tardifs de l'écrivain semblent tout de même conditionnés par sa situation actuelle de réprouvé et le caractère contraint de ceci apparaît clairement dans les excuses qu'il se trouve encore. Bienveillante, la police n'aurait pas su le faire renoncer à ses pratiques condamnables et les enfants eux-mêmes cherchaient bien à la licher. Mais il existe aussi chez Matzneff une indéniable tendance à l'aveu, à l'expiation, même si de fait elle semble rester verbale, trait par lequel il rejoint encore le personnage central de Crime et Châtiment. En effet, on sait combien Raskolnikov commet d'imprudence après son acte,
semblant jouer avec le feu et ou se jetant à l'occasion dans la gueule du loup. Chez Matzneff, on retrouve bien quelque chose de cet ordre. Quel besoin avait-il d'aller confesser dans ses carnets, se présentant comme autobiographique, son amour pour les moins de 16 ans et ses escapades aux Philippines? L'écrivain avoue d'ailleurs lui-même cette tentation incessante de la confession. Mais, même dans ce cadre, où une forme de demande de pardon et donc de reconnaissance d'une faute se fait jour, Matzneff continue à se trouver des justifications. S'il a pu agir comme il n'aurait pas dû le faire, autant son intention était pure. Créer de l'amour, créer de la beauté, entre guillemets. Où l'on retrouve l'illusion élitiste qui, chez Raskolnikov au moins, semble finir par se dissoudre, ce qui ouvre le personnage à une expiation effective. Gabriel Matzneff écrit en effet, citation à nouveau, « Un journal intime que n'importe qui peut acheter en librairie, j'en ai déjà publié 12 volumes, est une confession publique. Il existe dans la vie spirituelle une autre façon de mettre son âme à nu, c'est la confession auriculaire. La confession est un sacrement qui m'a toujours beaucoup plu. Nous autres, fidèles de l'église orthodoxe et de l'église romaine, nous avons la chance de posséder ce trésor d'une valeur inestimable, et j'éprouve une sincère considération à l'égard des infortunés protestants qui, privés de ce précieux outil de soulagement, de libération, de pardon et de réconciliation, avec Dieu, avec les autres, avec soi-même, furent contraints d'inventer la psychanalyse. Se confier à un inconnu n'exige pas de courage particulier, de la même façon dans son œuvre, l'artiste se confesse à des confesseurs inconnus. Publier un livre, c'est jeter une bouteille à la mer, nous l'y jetons sans savoir qui la recueillera. Il y a de l'impudeur à publier quelques milliers d'exemplaires d'un roman autobiographique, ou d'un journal intime, ou d'un poème inspiré par la femme aimée. Une impudeur est donc un péché, une faute. Le diable n'est pas aussi mauvais qu'il le dit. Qu'y a-t-il en moi? Des faiblesses, des péchés, des fautes, des doutes, des éclairs de foi dans le Christ ressuscité et des éclairs de scepticisme pyrrhonien, d'incessantes contradictions. J'ai une unique certitude qui constitue le pivot et la justification de ma vie agitée. Nous sommes sur cette terre bénite et maudite, pour créer de l'amour, pour créer de la beauté. » Fin de la citation. L'expiation n'eût été possible chez Matzneff qu'à la condition qu'il renonce à son système aristocratique, élitiste de justification, mais le faire c'eût été accepter d'être ravalé au rang de ces touristes sexuels qu'il a toujours vilipendés avec tant de hargne. Probablement n'y a-t-il d'expiation véritable qu'à travers une certaine humilité. Or, Matzneff ne semble pas capable de renoncer à son dandysme, le faisant se réfugier un temps dans un hôtel 4 étoiles italien, au milieu même de sa déchéance médiatique et financière actuelle.